Bonjour et bienvenue chez LCL. On va commencer par faire l'appel. Voilà, donc bonjour, Frédéric Chassard, je travaille chez ITP, qui est la partie IT, MOE et MOA de LCL, donc sous la direction de Patricia qui est ici présente, en charge de la banque relationnelle. J'ai la chance d'animer un service qui est autour de la data, l'analytics, le big data et les stratégies de peuplement de données à disposer auprès des autres acteurs LCL et surtout des métiers. Donc aujourd'hui, on sera accompagné par Stéphane qui va se présenter. Bonsoir. Moi, je travaille également à la DSI de LCL et je suis responsable des sites internet commerciaux lcl.fr pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. Et je suis responsable également des applications mobiles. Donc, avant de commencer, j'imagine que la digitalisation, ça vous parle un petit peu. Du coup. Vous avez des questions, des attentes particulières. Avec Stéphane, on s'est un peu entendu, on aimerait que la présentation soit assez finalement libre et surtout nourrie d'échanges. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Aujourd'hui, c'est quoi votre attente particulière? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur la digitalisation dans les banques? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi nos plans? Ah ben ça va être facile. Bon, vous allez tous descendre de devant. Bon, ça va peut-être s'éclaircir au fur et à mesure de nos explications. Donc on a fait quelques slideware, ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus un défilé de slides. Il y aura quelques vidéos et quelques animations, mais surtout n'hésitez pas à nous interrompre, nous poser des questions, en tout genre, ça va vous y répondre mieux. On est parti. Donc du coup là on a positionné quelques mots-clés. Vous voyez, innovation, révolution, rupture, transformation, offre, ouverture, échange digital. Donc on va essayer de balayer tout ça. Alors effectivement, si on était dans une classe, ça serait un peu compliqué tout ça là qui se mélange. Donc on essaye d'ordonner finalement les items qui sont assez majeurs dans cette approche. Tout d'abord, je pense que Stéphane va beaucoup l'illustrer, mais la digitalisation n'impacte pas que la banque, bien évidemment. C'est tous les secteurs, professionnels, c'est sûr, mais personnels, vous les vivez au quotidien, dans tous vos usages. Ce qui est assez proche de cette notion-là, finalement, c'est aussi la circulation de la donnée. Si on recule de quelques années, on n'avait pas une donnée aussi rapide dans sa poche, dans son téléphone ou sur son PC, sur son positionnement, pour la banque en tout cas, pour l'activité de son compte, pour ses interactions en tout genre, pour ses achats en ligne ou autres. Donc on a une vraie circulation de la donnée qui devient de plus en plus temps réel, et ça génère effectivement beaucoup de choses. Dans pas mal de cas, c'est aussi un accostage avec des tiers, avec des partenaires, des API, donc plein de choses un peu techniques, mais néanmoins des ouvertures. Donc c'est ouvrir son entreprise vers d'autres et commencer à faire circuler une information au-delà de son propre périmètre, mais avec des tiers. Donc on va essayer d'illustrer tout ça. Alors pour les banques en particulier, on fera quelques focus. Mais je ne sais pas si vous connaissez tous ces termes, mais en effet, on est dans une démarche omnicanal, un canal d'interaction avec son client, que ce soit une boutique, un call center, le web, son application mobile, des serveurs locaux interactifs et encore autre chose. On est beaucoup aussi sur de la relation de client. Donc l'expérience client est déterminante. Elle est d'autant plus déterminante quand le marché devient un peu plus concurrentiel. Quand en effet tout est de plus en plus dématérialisé, plus rapide. Et donc du coup ça nécessite aussi une vivacité de réactivité assez forte. Dans une banque, on a aussi une activité de conseil, donc une valeur ajoutée forte qu'on doit marquer, sur laquelle on doit être différenciant, et surtout avec une grande valeur ajoutée pour que le client, en effet, trouve une appartenance particulière et singulière à la banque à laquelle il appartient. On doit se réinventer, donc on verra tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'activités dans ce secteur-là. Donc il y a peut-être des business models qui sont un peu différents, il y a peut-être des nouvelles approches, il y a peut-être parfois des ruptures, il y a peut-être aussi des éléments réglementaires qui viennent un peu chahuter
le contexte du marché, en termes de concurrence, mais aussi en termes de réglementation. Donc il y a de plus en plus de réglementation, de traçabilité à fournir, de requêtes qui viennent de l'État, des banques centrales, etc. Et pour lesquelles, parfois, on a des solutions qui sont de moins en moins adaptées, pour lesquelles il faut aussi évoluer. Donc on a aussi des exigences qui sont de plus en plus élevées, et qui vont nous amener vers des solutions, peut-être, même pour l'aspect réglementaire, sur des choses beaucoup plus digitales. Je l'ai évoqué, on a en effet dans ce secteur de marché ce qu'on appelle des fintech, donc c'est des startups assez orientées sur la finance et qui apportent des nouveaux modèles, de nouvelles approches, de nouvelles expériences clients, des nouveaux outils. Donc en effet, il faut faire attention à ce que communément on peut appeler l'ubérisation. Ça ne touche pas que les autres, donc soyons vigilants par rapport à ça. On va évoquer quelques pistes sans rentrer dans tous les détails, mais néanmoins des plans d'action et des choses qui évoluent dans notre approche. On a vécu des révolutions industrielles, hein, vous voyez, on ne va pas faire les anciens, mais néanmoins, la machine à vapeur, l'électricité, le digital, et on voit que peut-être qu'il y en a une quatrième qui se présume avec l'intelligence artificielle notamment, le big data également. Donc la transformation digitale, donc moi je vais vous parler globalement de la transformation digitale. Je ne suis pas là pour vous donner des recettes et encore moins des conseils là-dessus, mais je vais déjà essayer de vous expliquer comment on est arrivé à parler de transformation digitale, parce que bon, j'ai fait le calcul, vous avez quoi, à peu près 22 ans, c'est ça? Vous êtes de la génération 95. Comment? 94. Oui. On survivra. C'est à peu près dans les mêmes ordres d'idées. Et donc, vous n'avez pas connu tout ce que je vais écrire ci-après. Ça représente un petit peu ce dont parlait Frédéric tout à l'heure. C'est la troisième révolution industrielle qui a commencé dans l'informatisation à partir de 1980. Et c'est très important de comprendre comment on a pu arriver à parler de transformation digitale pour vous qui n'avez connu que le numérique, sauf erreur de ma part. Donc, voilà, la transformation digitale, donc c'est avant tout un buzzword, c'est un mot qui est utilisé un petit peu à toutes les sauces. Le contexte un petit peu de ce sujet-là, c'est, avant de parler de l'ubérisation, c'est côté client, on vit aujourd'hui à l'heure d'un zapping hyper débridé par une consommation, vous savez, je n'apprends rien, qui est en berne, et dans une économie de désintermédiation, avec 3 types dans un garage qui peuvent en 6 semaines devenir votre pire concurrent grâce à un site web en bêta et un vague modèle économique. En gros, c'est un petit peu ça. Sauf qu'à l'heure de l'hypercommunication, on peut ne pas le voir venir, ce qui est quand même relativement gênant. Donc, les dirigeants d'entreprise, qu'est-ce qu'ils font? Ils doutent de tout, de leur fonds de commerce, de leurs hommes, de leurs femmes. Ils sont souvent pressés par des actionnaires et poussés par des consultants en amène à parler de transformation digitale, parce que visiblement ce serait la seule arme qu'ils auraient pour contrer justement cette fameuse ubérisation. Mais dire ubérisation, c'est tout de même un petit peu simpliste. Je sais pas, vous avez des cours sur ce sujet-là? On vous a expliqué un peu ce que c'était que l'ubérisation? Pas trop. C'est... Oui? Définition? Bien. Donc, voilà, c'est un mot un petit peu fort. Distinguer plusieurs axes selon lesquels des nouveaux entrants vont attaquer le business des entreprises historiques. En résumé, c'est ça. Le premier axe, c'est votre cœur de métier, c'est l'angle du core business. Donc, c'est des entreprises ou des startups qui font le même métier que vous, mais autrement. Ils vont se focaliser sur l'usage, sur l'expérience utilisateur, ils vont effacer toutes les conventions et ils vont attaquer en frontal votre cœur de métier avec des nouveaux modèles économiques en bénéficiant de nouveaux usages, d'avancées technologiques et une vitesse d'exécution et innovation que les entreprises historiques n'ont pas, puisqu'ils n'ont pas le poids de l'histoire. Donc c'est les Uber, les Airbnb, les Blablacar, et concernant la banque, le compte nickel qu'on peut ouvrir dans un bureau de tabac, et les Number 26 ou
plus communément nommé N26 depuis quelques mois. Le deuxième axe de cette uberisation, c'est ce qu'on appelle l'intermédiation. Donc là, ce sont des startups qui vont s'immiscer entre vous et vos clients pour capter la relation client, pour capter également des nouvelles transactions et pour accaparer la donnée client grâce à une qualité de service innovante et proposer des services que vous ne leur rendez pas, ou en tout cas que vous ne savez pas bien, que vous ne savez plus leur rendre. Donc ils se positionnent comme premier point de contact entre les clients et les marques. Donc c'est des exemples, c'est des bookings, c'est des se loger, c'est des Linkso et des banking, donc des agrégateurs de comptes pour le secteur financier, des meilleurs taux ou des Captain Train, désormais Trainline. Et puis le dernier axe, c'est plutôt ce qu'on appelle des services over the top qui vont se positionner à la périphérie de vos modèles économiques et qui imaginent des services, surtout avec une grande valeur ajoutée, on va dire, en effet, et que vous n'auriez pas vu venir parce que la technologie, désormais, leur permet de le faire. Mais en tout cas, ils n'existeraient pas si vous n'existiez pas. Donc ce sont des nouveaux usages connectés, exclusivement connectés, qui vont se créer au plus près des nouvelles attentes des consommateurs et qui vont ouvrir une sorte de nouveau segment dans la chaîne de valeur de votre secteur. Et puis, évidemment, ils vont bénéficier de la position de premier entrant. Des exemples, donc c'est tous les services en ligne que vous connaissez, hein, les Yahoo, les Google, les Netflix, les WhatsApp, les Telegram, et puis dans le secteur du voyage de TripAdvisor et dans le secteur de la banque, de KissKissBankBank par exemple. Ou d'autres acteurs type Grisby et Yomoni qui font du conseil en patrimoine sur la base de robots. Voilà un peu pour planter le décor de ce qu'on appelle l'uberisation. Alors, je me suis amusé à chercher l'expression transformation digitale sur Google. Je suis arrivé à 14 millions de résultats. Voilà. Et puis, quand j'ai consulté j'ai continué la recherche suggestive, on voit transformation digitale des entreprises, wiki et banque. Voilà, on arrive en premier. Donc, on parle de transformation digitale et on dit souvent que c'est de la faute à Internet. Forcément, Internet a plus de 25 ans, donc Internet a été créé en 89, Amazon a 23 ans, à peu près votre âge, 17 ans en France, Google 19 ans, Facebook, le petit dernier, 12 ans. Donc Internet a seulement 25 ans, mais déjà 25 ans. Et vous savez peut-être pas parce que vous êtes né avec, mais en tout cas, nous, il a bouleversé nos vies, il a bouleversé le monde du travail, notre vision de l'avenir et globalement notre société. Sauf que tout n'a pas commencé avec Internet. Et nous, entreprises historiques, nous avons abordé le sujet très souvent sous l'angle de l'urgence, voire du drame. La preuve, c'est qu'on en parle, on est en 2017, sauf erreur, et sans doute faute d'avoir ouvert les yeux et aiguisé notre curiosité digitale trop tôt, plus tôt. Donc pour engager cette transformation et pour un peu comprendre ce qu'il y a derrière cette transformation digitale, il est important de comprendre ce qui s'est passé avant, pourquoi on en est arrivé là, et d'identifier aussi les risques que chaque entreprise encourt, qui est propre à chaque secteur et à chaque entreprise, et choisir ensuite les bons leviers. Parce que son premier effet de la transformation digitale, ce n'est pas seulement celui de la relation client, de l'usage, de l'expérience, mais c'est aussi celui de la performance opérationnelle dans les entreprises, sous l'effet, comme l'a dit Frédéric, qui en parlera tout à l'heure, de l'automatisation et de la data. Donc, c'est vrai que ça fait un peu discours d'ancien combattant, mais en tout cas, l'informatisation, donc la révolution digitale, a commencé dans les années 80. Et c'est important de comprendre ce qui s'est passé dès les années 80 pour refaire le film et savoir pourquoi on a pris un certain nombre de réflexes dans les entreprises dites historiques. C'est en 1980 que sont arrivés les ordinateurs personnels dans les entreprises. C'est la fin des machines à écrire. Ça va durer jusqu'au début des années 90. Il y a encore des machines à écrire au début des années 90 dans les entreprises. Donc derrière cette informatisation arrivent donc les ordinateurs personnels et puis cette cohorte de logiciels, Word, Excel et ensuite PowerPoint. Et c'est le mail qui arrive également, alors en circuit fermé, pas encore avec Internet, puisqu'il n'y a pas encore Internet à cette époque-là, en 92, et donc qui va devenir l'outil de com qu'on connaît aujourd'hui, et ce qui va mettre en évidence
la vitesse de transmission des informations, l'efficacité du partage. On va s'envoyer des fichiers, on va pouvoir traduire ça sous des différents documents électroniques, et qui va donner lieu aussi à des dérives comme ce qu'on appelle l'infobésité. Donc cette informatisation, elle est pilotée depuis 35 ans par des maîtres de la technologie. C'est nous, les DSI. Voilà. Et depuis 35 ans, notre obsession, c'est quoi? C'est la robustesse et la sécurité. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit par des serveurs, des gros serveurs hyper centralisés dans des data centers, les moins nombreux possibles, mais les plus puissants possibles, la confiance dans des éditeurs historiques, Microsoft, Oracle, IBM, Adobe, qui vont construire toutes ces architectures avec des contrats de support qui sont en général pharaoniques. Et encore aujourd'hui, et ce sont souvent, encore aujourd'hui, ces deux leitmotifs de robustesse et sécurité, surtout avoir des données chez nous, jamais à l'extérieur, qui guident aussi notre manière de mener des chantiers. La deuxième étape de cette révolution, c'est, donc vous êtes né à cette époque-là, donc c'est les années 2000, vous êtes né un petit peu avant, c'est Internet qui arrive dans les foyers en 98, et côté entreprise, comment est-ce qu'on va le vivre ça? Les entreprises vont passer à côté de cette vague-là, parce que dans les années 2000, autant les consommateurs découvrent la puissance de toutes les conversations qu'on peut avoir sur Internet, avec les chats, pour ceux qui ont connu, j'imagine pas vous, les chats MSN, les forums Doctissimo et autres blogs, Skyblog, peut-être que si, j'ai lié 4 ou 5 ans, j'imagine, voilà. Et en 2006, l'arrivée des réseaux sociaux avec Facebook. Qui n'est pas sur Facebook? Bravo. Ou alors vous l'êtes sous un pseudo? Non, très bien. Très bien. Donc c'est quoi? C'est une personne sur 32. C'est assez familier quand même. Voilà. Et Internet, à la fin des années 90, devient une sorte d'immense café du commerce où tout le monde discute. 90% du temps, c'est inintéressant, mais dans 10% du temps, c'est passionnant, et ce sont des conversations très souvent influentes. Et donc les entreprises, comme je vous le disais, vont passer à côté de cette vague-là, parce que Internet va devenir, en fait, la propriété des directions de la communication. Parce que Internet, c'est de la com. Internet n'a aucun impact sur le business. Donc, les directions de la communication vont se dépatouiller pendant plusieurs années, et encore maintenant, avec une panoplie d'outils digitaux qui sont des sites, des blogs, voire des services clients, qui sont encore sous la responsabilité de direction de la communication, et qui vont essayer de récupérer la main depuis sur ce sens qui s'est un peu délité dans cette panoplie d'outils. C'est encore le cas aujourd'hui. Et puis le modèle de la communication a changé. On est passé d'être vu à être trouvé. Donc, ce qui va expliquer beaucoup de batailles qui sont menées par les médias pour proposer des outils très sophistiqués pour renforcer le être vu. On voit très souvent le succès que ça a. Voilà. Donc, Internet n'a pas d'impact sur le business, c'est de la com, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Le monde va avancer. Le monde va avancer avec ce qu'on appelle les dot-com. Alors les dot-com, c'est les ancêtres des startups, c'est les eBay, les Amazon, les Yahoo, Mythic et autres Price Minister, qui vont inventer des nouveaux modèles de valeur, avec ce qu'on appelle le Zero Moment of Truth. Vous savez ce que c'est? Vous l'avez appris? Non? Ah, c'est intéressant. C'est une étape dans le processus d'achat d'un consommateur qui consiste à collecter un certain nombre d'informations des consommateurs qui va découvrir le produit par lui-même, par des réseaux sociaux, par le web, par des avis de consommateurs. Le prospect va s'informer. Or, pour les entreprises historiques, autant elles maîtrisent parfaitement le first moment of truth, c'est le premier contact, c'est les quelques secondes qui vont s'écouler et qui va donner lieu à l'acte d'achat, soit en ligne, soit en magasin. Donc c'est un moment crucial pour les marques. Il y a eu au départ un stimulus dans un esprit d'un consommateur qui lui a donné envie d'acheter, et puis dans ce premier moment de vérité, le consommateur va passer à l'acte. Et puis le deuxième moment de vérité, c'est lorsque le consommateur bénéficie et jouit du produit, et puis il a sa première expérience, soit bonne, soit malheureuse, avec le produit. Et Google et ses entreprises ont construit ce qu'on appelle donc ce Zero Moment of Truth. C'est tout ce qui se passe en amont du premier moment de vérité. Toutes ces recherches que vous faites sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et ça, le problème, c'est que les entreprises historiques, elles ont perdu pied là-dedans, déjà, elles ne l'ont pas vu venir,
Parce que ce moment n'appartient pas au service marketing, mais appartient exclusivement aux consommateurs et aux clients. Et c'est ce qui a fait toute la différence avec ces modèles de valeur, ces nouveaux modèles de création de valeur que ces dot-com ont créés par rapport au modèle des entreprises historiques. Donc c'est une étape cruciale sur laquelle ils ont bâti leur stratégie market et qui permet de maîtriser autant que possible ce moment de vérité en transformant des simples likers en véritables fans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important à comprendre, c'est que ce modèle de création de valeur, il a été absolument fondamental pour ces dot-com. L'objectif pour eux étant évidemment de fidéliser un visiteur pour obtenir un engagement, très souvent c'est un mail, et de les transformer en membres pour générer par la suite un revenu récurrent qui est soit de la monnaie, soit de la data, vos données personnelles. Et c'est ce qui fait au final payer Facebook plusieurs dizaines de milliards de dollars quand ils vont racheter 650 millions de membres WhatsApp, ou quand Microsoft va racheter 400 et quelques millions de membres LinkedIn et qui vont les payer 26 milliards de dollars, parce que ça a une valeur pour ça. Voilà. Donc les consommateurs, vous découvrez de nouvelles oreilles attentives que vous n'aviez pas avant. Et donc ces GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Apple, ont pris de l'avance dans la maîtrise de ce modèle. Donc ça explique aussi à côté de quoi les entreprises historiques sont passées. Et dans cette période-là, bon, il n'y a pas eu encore trop d'effet sur les marges de ces entreprises historiques, excepté pour les distributeurs dans le monde du e-commerce. Donc, ces acteurs ont commencé à profiter pour prendre position sur ce marché, et la théorie marketing du vu, aimé, choisi est devenue celle du, j'ai indiqué, être trouvé, être partagé, rester en contact. Voilà. Mais on est dans les années 2000-2005, et les entreprises historiques ne se sont pas encore réveillées. Et va arriver 2007-2008, donc vous aviez 10 ans, c'est ça? 12 ans? 13 ans? Ok, 13 ans. Et le monde change en 2007, parce qu'en 2007, qu'est-ce qui se passe? Il y a la sortie, pardon? C'est ça, 13 ans? Bon. La sortie de l'iPhone. C'est une révolution des usages parce que les consommateurs ont Internet dans leur poche. Ils ont ce que tout le monde a sur un ordinateur fixe, un navigateur. On peut désormais aller sur Internet avec un navigateur dans une poche et on a accès à Internet partout. Donc c'est la première révolution, avec le fait aussi de ne plus avoir de clapet, de stylet, etc. Le tactile. Je passe rapidement là-dessus, mais c'est une vraie révolution. Et la deuxième révolution, ça arrive un an plus tard, juillet 2008, c'est la sortie de l'App Store, avec un simple SDK, un kit de développement logiciel. Steve Jobs va proposer aux développeurs du monde entier d'imaginer tous les nouveaux usages qui leur passent par la tête, moyennant 30% de rétribution. Et ça va générer au final, en 10 ans, 100 milliards de dollars de revenus pour les développeurs. Ce qui est juste énorme. Mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est que bon, les écrans vont devenir mobiles, géolocalisés, etc., etc. Tout le monde va avoir cette peur de ne pas avoir son smartphone dans la poche, que vous connaissez, j'imagine, tous, ce qu'on appelle la nomophobie, et la terreur d'en être séparé. Et finalement, on va passer à un modèle complètement en rupture avec des nouveaux services qui sont apparus. Le premier screenshot qui est en haut, c'est l'évolution de l'application d'envoi de SMS de l'iPhone. Voilà, vous pouvez envoyer un texte avant, et puis maintenant vous pouvez envoyer absolument n'importe quoi, des liens, de l'audio, de la vidéo, etc. etc. Ça montre bien le virage que ça a pris. Et puis, évidemment, de nouveaux services sont apparus, je ne vous la fais pas, vous les connaissez encore mieux que moi, les Airbnb, Tinder, WhatsApp, Instagram, Spotify, Uber, et évidemment, tous les secteurs de l'économie vont commencer à être impactés, que ce soit dans l'hôtellerie, dans les rencontres, le tourisme, les transports, la musique. Et contrairement à l'ère de la conversation 8 ans plus tôt, ces nouveaux usages vont commencer à avoir un impact direct sur leur marge. Donc le réveil va se faire un petit peu progressivement en fonction des secteurs qui vont être attaqués. Même le BTP aujourd'hui se fait attaquer, se fait cannibaliser, se fait ubériser comme on voudra, avec des modèles de création qui sont impactés par la data, avec, pour le BTP, le building, information de modeling qui permet de modéliser des données du bâtiment, imaginez, et avec la réalité virtuelle. Donc aucun secteur n'est à l'abri
Et donc, on assiste en 2014 à une accélération de la prise de conscience des dirigeants, activée par les prises de parole de certains d'entre eux, et notamment de Maurice Lévy, puisque c'est lui, patron de Publicis, qui, lors d'une interview au Financial Times en 2014, a prononcé pour la première fois ce mot d'ubérisation. Donc évidemment, avec cette prise de conscience vient une inquiétude. Imaginez, 1998-2014, 15 ans de terrain qui ont été laissés en jachère à des nouveaux usages qui n'avaient au départ aucune raison de sortir du périmètre des entreprises historiques. 15 ans. Ça a donné lieu, évidemment, à des nouveaux parcours clients. Vous voyez, sur le slide d'avant, je vous ai mis tous les canaux que véhicule un simple smartphone. C'est le seul support qui permet de véhiculer de la voix, du SMS, du mail, des applications, du web, et puis toutes les applications de réseaux sociaux. Voilà. Donc forcément, avec un seul appareil, vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez croiser toutes les combinatoires possibles sur les parcours clients, et le fameux zéro moment of truth que vous retrouvez là, c'est tout ce qui se passe avant le moment où vous allez passer à l'achat pour récolter des avis, pour discuter avec vos amis, etc. etc., etc. Et c'est là où tout va se jouer. C'est là où aujourd'hui, en tout cas les dot-com, ont appris à parfaitement maîtriser ce moment où vous allez pouvoir être capté. Et donc dans ces parcours clients ultra complexes, ce qui est intéressant de noter, vous allez voir une petite vidéo après, c'est Google qui a identifié 4 moments clés, les micro-moments. Ça vous dit quelque chose, les micro-moments? Non. Vous allez certainement vous reconnaître parce que vous n'imaginez pas, en tout cas, comment on vous capte aujourd'hui quand vous passez à la décision d'acheter un produit. Ce sont 4 moments clés qui nous poussent à agir. C'est je veux savoir, je veux aller, je veux faire et je veux acheter. Donc ce sont des micro-moments, ce sont pendant ces micro-moments où nous sommes ouverts et réceptifs au message des marques. Donc, Google l'a bien compris, les autres également. Donc c'est des moments où on met en marche un appareil, en général c'est un smartphone, pour effectuer une action concernant ce qu'on peut désirer ou vouloir tout de suite, sur le champ. Donc ces micro-moments, comme leur nom l'indique, c'est très très court. Faut savoir que sur le nombre de sessions et de conversations sur mobile, le nombre de sessions et de conversations augmente alors que leur durée décroît. Donc il faut être efficace et rapide si on veut convertir en achat. Donc pour réussir dans ces micro-moments, où vous êtes forcément de moins en moins fidèle à vos marques préférées, il vaut mieux être présent, donc pour les anticiper, ces micro-moments-là. Là, je me place en tant que marque. Et répondre parfaitement aux attentes des consommateurs, donc ça c'est plutôt le volet être utile, et être rapide avec une expérience mobile fluide et pas des sites qui répondent en 5 ou 10 secondes. Donc les 4 moments clés où il faut être présent, donc le je veux savoir, c'est vous recherchez des informations sur Internet, vous n'êtes pas encore prêt forcément à effectuer un achat, mais en tout cas votre curiosité peut être déclenchée à tout moment. Le je veux y aller, ça signifie, en tout cas pour la marque, qu'il faut faire apparaître votre magasin physique très rapidement dans les résultats de recherche, sachant que les recherches locales, elles sont multipliées de mois en mois. Le micro-moment « je veux faire », donc là c'est en général, vous avez besoin d'informations, vous avez besoin d'aide, vous recherchez des instructions ou un mode d'emploi. J'imagine qu'il vous est déjà arrivé de rechercher des mots-clés « comment » ou « how-to » sur YouTube. Bon. Voilà, ça progresse de 70% par an. Donc il faut aussi être présent à ce moment-là. Et je veux acheter, donc là, le besoin d'information, c'est à tout moment. 82% des utilisateurs de smartphones le consultent quand ils sont dans un magasin. Voilà, tout à l'heure après le omnicanal. Donc, prendre en compte l'intention du consommateur et aussi le moment, le contexte. Voilà. Et comment ça va se traduire en termes de mots-clés. Imaginez les mots-clés pour une marque que vont taper les consommateurs au moment où ils auraient besoin d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. C'est tout ça qu'il faut arriver à maîtriser pour être là au bon moment et lors du moment qui va bien et réfléchir à ces combinaisons entre l'intention et le contexte. Donc la vidéo, la voici. J'espère qu'il y a du son.
Voilà, donc vous l'avez compris, le monde a changé, en tout cas peut-être pas pour vous, mais en tout cas pour nous, le monde a changé, les consommateurs également, donc ce sont des usages et des attentes qui sont totalement en rupture avec ce qu'on a connu avant, et notamment une compréhension du marketing aussi qui a changé, c'est ça qu'il faut surtout retenir, mais ce que vous avez compris, c'est que ce qui est en jeu, c'est bien plus important que des simples technologies qu'on peut imaginer dans la transformation digitale, ça va beaucoup plus loin. Et derrière cette révolution technologique, c'est finalement un changement de modèle avec un rapport consommateur-marque qui est beaucoup plus équilibré, puisque de fait, les consommateurs ont intégré depuis maintenant 50 ans tous les rouages du marketing traditionnel. Ils en comprennent beaucoup mieux les rouages et ils sont beaucoup plus critiques. Ils sont informés en temps réel, ils peuvent se confronter entre eux, ils peuvent jouer finalement avec ces informations d'une sorte de contre-pouvoir sur les marques qui craignent toujours le fameux bad buzz. Et donc c'est à ce rapport-là que les marques doivent finalement s'adapter. Le deuxième point, c'est que les consommateurs, vous le savez, sont plus forts ensemble. Hein. On parle de do-it-yourself, d'économie collaborative. Et ça aussi, les consommateurs permettent également, savent aujourd'hui comment se passer des marques. Un nivellement des goûts et des habits, ça c'est assez intéressant, c'est que Internet a amené une sorte c'est un journaliste du New York Times qui disait que le monde est plat. Le monde est plat aujourd'hui, parce que si vous prenez l'exemple du design des intérieurs, il n'y a plus aucune différence dans le design des intérieurs entre l'Allemagne, la Corée, la France, l'Italie. En cause, d'après vous, Airbnb, Pinterest, Instagram. Voilà, on a tous la même vision finalement d'image un petit peu globalisée et qui dicte au monde comment décorer son intérieur. Donc on devient aussi marqué par rapport à ça. Et puis un autre exemple, c'est aussi les avis qui sont orientés. Vous savez ce que c'est que la filter bubble? Vous avez jamais entendu parler de ça? La bulle de filtre, donc c'est un concept qui a été développé par un militant d'Internet dont je tairai le nom, c'est pas forcément intéressant. Il désigne l'état dans lequel un internaute va se trouver lorsque les informations auxquelles il accède lui sont présentées à partir d'une personnalisation qui a été effectuée un petit peu à son insu. Donc à partir des données collectées, qui vont être son historique, ses clics, ses interactions sociales, etc., des algorithmes vont silencieusement brasser tout ça et sélectionner les contenus qui seront visibles ou pas, en tout cas, par lui. Donc à partir de là, on va pouvoir prédire ce qui est pertinent pour lui en omettant ce qui est le moins pertinent pour lui. Et donc ce terme de filter bubble renvoie en fait à l'isolement qui est produit par ce mécanisme. Il se trouve un peu dans une bulle et une version différente du web par rapport à ses petits copains. En tout cas, la bulle reste optimisée pour lui. Donc j'imagine que si vous êtes sur vous le voyez aussi dans des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, si vous êtes sur Twitter ou sur Facebook, vous savez que les lolcats c'est génial, que les licornes c'est super, que les pizzas hawaïennes c'est pas bien, et que des cigouales c'est pas bien non plus. J'invente rien. Voilà. Et c'est ça la filter bubble. Voilà. Des attentes qui ont aussi évolué, pour nous en tout cas, parce que vous, nouvelle génération, vous ne vous intéressez plus à la possession, mais en tout cas à la jouissance, à un moment donné, d'un produit ou d'un service, et à l'expérience que ce produit vous permet d'obtenir. Donc c'est une dimension plutôt servicielle que les marques désormais doivent intégrer par rapport à vendre un produit. Et c'est d'autant plus difficile, tout ça, pour les marques, de rester dans cette course avec cette notion de jouissance instantanée d'un service plutôt que cette notion de possession. Voilà. Donc le titre il est parti, je dois être dans une vieille version PowerPoint, j'imagine. Voilà. Donc le titre c'était, je vais vous le dire, c'est 98-2014, pense dans ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? Et bien dans les entreprises on dématérialise, c'est-à-dire qu'on va transposer, on a décidé de transposer le modèle physique, donc chez nous c'est des agences, ça peut être des points de vente classiques, au modèle en ligne. On va essayer de mimer ce qui se passe dans le monde physique en ligne en dématérialisant. Mais donc on va parler de projets chez nous et ailleurs, de projets multi-canaux. Donc les projets multi-canaux, c'est on va rajouter des canaux aux canaux existants de points de vente. On va rajouter le canal Internet. Et puis ensuite, l'ère d'après, c'est que dans les années 2005-2010, on va créer les projets cross-canaux. Les projets cross-canaux, ça va consister à développer derrière ces points de contact-là, une sorte de parcours fluide au niveau du consommateur. Donc, par exemple, le fameux click and collect qui consiste à
commander sur Internet et aller chercher son produit après en magasin. Voilà, c'est un exemple de parcours cross-canal. Mais comme ce n'était pas suffisant derrière, on va créer aussi des projets omnicanaux. Je dis que ce n'est pas suffisant parce que finalement, ce sont les consommateurs qui ont pris le pouvoir. Ils ont compris que le canal Internet et le canal point de vente, ça c'est une vision entreprise, une vision consommateur. Pour eux, ça ne faisait qu'un tout. Ils viennent avec leur smartphone en point de vente et ils vont comparer dans un point de vente ce qui se passe au niveau du produit qu'ils veulent acheter pour pouvoir soit l'acheter, soit pas l'acheter. Donc c'est eux qui vont embrasser un petit peu ces deux dimensions-là et qui vont encore plus complexifier le parcours client. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé dans les entreprises historiques. On n'a pas créé de nouvelles chaînes, de nouveaux modèles de valeur. Et puis en filigrane, on va nous simplifier les process internes, puisque de fait, quand on dématérialise, il faut faire en sorte que les documents numérisés passent d'un service à l'autre, diminuer les délais, etc. Donc on va s'attacher à simplifier nos process internes. Voilà. Donc la quatrième vague, Frédéric en parlera tout à l'heure, c'est la vague qui est celle de l'automatisation avec l'intelligence artificielle et la data statistique. On n'en est qu'au début. On nous annonce 2035 comme étant le fameux point de singularité technologique. C'est la date annoncée par les spécialistes où finalement la machine ira plus vite que l'homme en apprenant d'elle-même. Voilà. Donc on n'a plus que 20 ans, il faut qu'on se dépêche. Mais en tout cas, à ce jour, on n'a pas encore les moyens de faire de la véritable intelligence artificielle, parce que pour ça, on n'a pas encore assez de données, pas encore assez d'algorithmes, et pas encore assez de puissance de calcul. C'est les trois conditions pour arriver à faire de la vraie intelligence artificielle. Et pourtant, on baigne, Frédéric va en parler, dans le big data et dans toutes les données disponibles qui sont déjà suffisamment compliquées à collecter et à exploiter. En tout cas, ce n'est pas la data personnelle qui fera l'intelligence artificielle, c'est la data statistique. Et un exemple, c'est ce que sont en train de mettre en place des assureurs comme Allianz ou AXA qui constituent le pay as you drive. Donc vous payez en fonction des kilomètres que vous parcourez. Donc on est en train d'apprendre aussi ce bon usage de la data parce que la data c'est un don, donc les consommateurs nous les donnent, mais mérite aussi une sorte de contrat de confiance pour que l'assuré puisse avoir le contrôle de toutes les données qu'il offrira à son assureur et pour qu'il puisse en connaître chaque contrepartie. Et l'enjeu, il est surtout là, il n'est pas tant marketing, il est surtout sur l'expérience client derrière que ça va devoir créer. Donc les GAFA, on en parlait tout à l'heure, les Google, Amazon, Facebook, Apple, ont construit leur modèle de valeur sur tout ça, en tout cas sur leur capacité à capter cette data et puis finalement, en échange, nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne cette data, puis eux, ils nous donnent des usages gratuits, parce qu'en général, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous, le produit, vous connaissez bien le système. Alors, on peut ne pas être content, j'imagine que vous voyez très régulièrement sur vos timelines Facebook des « je n'autorise pas Facebook à utiliser mes données personnelles », voilà, mais surtout, ne partagez pas, copier-coller, je remarquais, c'est attention, copier-coller, partagez pas. Par contre, ces personnes-là, elles restent sur Facebook. Ça, c'est un petit peu contradictoire. En attendant, l'intelligence artificielle dite faible, donc celle qu'on a aujourd'hui en magasin, ouvre la voie à tout ça. Les prédictions d'achat sur Amazon, vous savez ce que c'est. Les assistants vocaux qui vont arriver en France avec les Amazon Echo et autres Google Home, les voitures autonomes évidemment. Tout ça, ce n'est que le début, parce que ça nous ouvre une voie nouvelle. Tout ça, c'est important de comprendre ce qui nous arrive après. C'est la voie de la simplification. On va avoir accès à quelques applications prioritaires qui vont devenir des plateformes qui vont activer d'autres usages automatiquement par de simples commandes vocales. Par exemple, voilà, votre voiture va arriver à proximité de l'école où il y a vos enfants, et puis automatiquement ça va leur envoyer un SMS pour les prévenir. Donc ça va être toute une collection de micro-services comme ça d'usage qui vont être activés par des grosses plateformes, quelques applications, 2-3 applications, qui vont en cacher d'autres derrière. Et c'est un petit peu ce qu'indiquait Zuckerberg, le patron de Facebook l'an dernier, avec sa plateforme
Messenger, il souhaite que ce soit son application Facebook Messenger qui devienne une de ses applications prioritaires, qui cacherait derrière des services de paiement, de prélèvement, d'envoi de SMS et je ne sais quoi, assistés par cette assistance vocale. Voilà. Donc vous allez avoir des macro-applications qui vont activer des micro-services derrière, des sortes de commodités, et puis derrière qui vont forcément aussi capter la relation client. Parce que c'est ça le danger pour une marque, c'est qu'on se fasse cannibaliser notre relation client et qu'on ne passe plus que par des macro-canaux de commandes vocales ou de chatbots, etc. etc. Et c'est finalement ça le danger pour nous de cette révolution industrielle. Quatrième. Voilà, donc transformation digitale, changer la nature d'un corps par adjonction d'éléments externes qui en modifient le code génétique. Ça fait un petit peu peur, mais bon, c'est la définition de la transformation. Donc, sauf que dans 90% des cas, on l'a vu, la transformation, le digital, c'est pas forcément la technologie n'est pas la réponse à tous les maux, c'est plutôt une question d'évolution que de pivot. Alors, on peut faire de la sémantique et dire que finalement, évoluer, ça évite de transformer, mais bon, comme on aime bien en France les choses qui font du bruit, la révolution plus que l'évolution, en tout cas, l'évolution, c'est un petit peu moins glam que transformation digitale, ça fait moins vendre. Donc, en tout cas, si on parle tant de transformation, actuellement, c'est que ça nous conforte dans 3 idées reçues. C'est que déjà, la vitesse est signe de bonne santé, donc c'est bien de se transformer, que le digital, c'est la solution à tous les maux, et puis que l'innovation, c'est un vecteur rapide de changement. On aime bien l'innovation, sauf qu'aux dernières nouvelles, faire un hackathon ou un sprint avec des post-it, ça n'a jamais sauvé une entreprise, aux dernières nouvelles. Voilà. Donc la transformation digitale, dit comme ça, c'est une erreur. C'est un caleçon digital, un boxer digital. Voilà, parce qu'elle nous fait nous concentrer sur les technologies, tant pis pour les cabinets de conseil qui veulent nous vendre ça à toutes les sauces. En tout cas, cette transformation digitale, ce n'est pas un problème de transformation digitale, on l'a vu, Internet ça a 25 ans et pourtant on en est là, mais plutôt d'acculturation, parce que cette transformation, pour nous, elle est avant tout humaine. Il s'agit d'un problème d'hommes et de femmes, en tout cas de compétences, d'histoire de chacun. Elle est philosophique, elle est surtout sociétale. Et puis elle est lente. Surtout en se lançant tête baissée dans le digital, on en oublie plusieurs choses. Déjà, c'est que le sens réel du client et de l'utilité, en tout cas de nos services. On en oublie à nous notre propre outil de production, en essayant de se transformer et puis en faisant table rase un petit peu du passé. On en oublie les gens, les hommes et les femmes qui sont dans nos organisations, puis aussi, surtout, avec cette vitesse, on oublie que courir à 100 mètres c'est bien, mais qu'il faut au final en faire 42. Voilà. Donc le digital, c'est désormais une norme, il faut le dire comme ça, il faut l'intégrer. Donc il faut donc passer maintenant à l'ère post-digitale, post-CDO. Donc CDO, c'est ce qu'on appelle les Chief Digital Officers. Donc ce sont des nouveaux rôles qui ont été créés dans certaines entreprises donc ce sont les pilotes de la transformation digitale. Et donc l'idée de support, c'est surtout de dire que lorsqu'une nouvelle technologie est parfaitement intégrée à la société, elle est adoptée par les entreprises, elle constitue une nouvelle norme. Donc que le digital soit une norme. Et un petit peu comme l'électricité qui a été une technologie, une civilisation à la fois, le digital c'est pareil, il hérite de la même richesse d'usage que l'électricité. Une simple technologie a un berceau d'une nouvelle civilisation. Il faut voir le digital comme étant le bris, moi c'est ma définition en tout cas, le bris de tous les silos, de toutes les barrières qu'on connaissait jusque-là, économiques, sociétales, et qui va en créer de nouvelles, notamment aussi entre la notion de travail et d'emploi. Donc ça casse tous les repères qu'on avait jusqu'à présent, ça fait un petit peu peur, mais c'est surtout ça le digital, c'est pas tant technologique, et il ne s'agit pas de courir après la dernière étoile filante technologique, ou en tout cas la dernière start-up ou la dernière fintech chez nous, mais plutôt se mettre d'accord en interne, dans tous les niveaux de l'entreprise, sur une vision commune à la fois de la société, mais aussi de notre marque. C'est ça, à mon sens, la transformation digitale, et de l'intégrer comme si on mettait un petit peu d'huile dans un moteur, et il s'agit avant tout d'acculturer. Et au niveau des organisations, c'est plutôt permettre, voire contraindre les services dans les organisations à travailler ensemble, comme l'IT, comme le marketing, et d'innover en appliquant une méthode qui consiste à essayer et ajuster au fur et à mesure, sans avoir de certitude, mais en essayant d'avoir un petit peu des intuitions. Voilà. Donc c'est des enjeux auxquels doivent faire face des entreprises historiques. Ils sont certainement plus profonds qu'une simple mise à jour d'outils technologiques.
Donc pour résumer, il ne s'agit pas d'intégrer le digital, mais je dirais plutôt intégrer le consommateur digitalisé, ce qui n'est quand même pas du tout la même chose. Au final, toujours mieux servir les clients, parce que au final, c'est quand même eux qui génèrent du business. Voilà, j'ai bientôt terminé. Une petite parenthèse également, le terme digital, là aussi un problème de slide, a été interdit au sein des équipes marketing d'une grande banque britannique. Je peux la citer, il s'agit d'HSBC. La patronne à l'époque, donc la CMO, la Chief Manager Marketing Officer, avait préféré encourager ses équipes à penser en dehors des silos de l'organisation et pas en créer un digital à côté, parce que pour elle, ce qui était important, c'était de revenir aux basiques, répondre aux besoins des clients avec des produits et services, sans espérer qu'une révolution ne provienne du digital. Dans beaucoup d'organisations, donc on embauche très souvent un chef de l'e-commerce ou un chef du digital qui va avoir donc une fonction distincte par rapport à des organisations marketing classiques. Et puis cette même personne va embaucher une chargée de marketing ou un chargé de marketing qui va être champion de l'expérience client. Vous allez vous retrouver avec 2 ministères du marketing. Vous allez faire 2 fois la même chose. Et puis finalement, vous allez gaspiller beaucoup de ressources. Et ce qu'il faut retenir aussi dans cette transformation digitale dans les entreprises, c'est qu'on parle beaucoup trop de rôles liés au digital, comme si le job title était un petit peu, un mythe, et derrière revêtait une sorte de singularité un petit peu silencieuse. Donc, il faut aborder ce sujet plutôt dans une logique d'expérience utilisateur globale, pas uniquement marketing, mais en tout cas pas faire en sorte que le digital soit quelque chose de séparé et de posé à côté des organisations et des manières de penser. Voilà. J'en ai fini. Au final, moi je pense que ce qui est important dans cette transformation digitale, c'est avant tout des défis et des enjeux identitaires, parce que derrière tout cela, il y a une marque, il y a des marques, il y a des stratégies de marque, parce que cette stratégie, elle promeut les valeurs de votre marque. C'est plus suffisant de promouvoir et de valoriser ses produits comme on le faisait avant. Une stratégie de marque à l'ère digitale s'appuie, notamment au niveau des consommateurs, sur des éléments qui sont beaucoup moins tangibles, beaucoup plus intuitifs, plus affectifs, qui sont liés à la notion de valeur. Ça, aujourd'hui, on a un petit peu de mal à percevoir ça, nous, entreprises historiques. Et les internautes, nos consommateurs, veulent connaître les valeurs qui sont promues par chaque marque, qui devra mettre en lumière un petit peu cette culture de l'entreprise et de susciter une sorte d'adhésion avec lui. Et les consommateurs réclament ça. Ce qu'il faut voir, c'est que les frontières entre les marques, la marque commerciale, la marque institutionnelle, la marque employeur, c'est fini tout ça. Les frontières, elles sont devenues beaucoup plus poreuses. Donc réaffirmer les fondamentaux de sa marque et sa promesse relationnelle, c'est vraiment, à mon sens, un des enjeux de cette transformation digitale, pour que la marque devienne une sorte d'expérience et qu'elle soit vécue de l'interne par les consommateurs, autant que pour ses produits et services. Business, on en a parlé, identifier une nouvelle chaîne de valeur, recréer des liens émotionnels avec les consommateurs, gagner en pertinence grâce à la data, Frédéric va en parler, et puis organisationnel, savoir se parler, intégrer des compétences digitales et innover dans les organisations projets. Est-ce que vous avez une question? Quelle vision vous avez des startups qui peuvent intervenir dans le parcours client du coup et qui concurrencent par la même occasion? Alors, moi, la vision que j'ai, c'est que je pense que déjà, il faut pas en faire des menaces. On voit trop souvent les startups, les fintechs comme étant des menaces. J'ai 2 réponses à ça. C'est déjà en faire des opportunités. Nous, il faut intégrer s'il y a un besoin qui a émergé qu'on n'a pas vu, mais il faut voir comment le transformer, mais plutôt dans le cadre d'une relation client. Je donne l'exemple d'un agrégateur, par exemple. Voilà. On a été fortement concurrencé ces dernières années avec les agrégateurs. Vous en utilisez? Non. Quand vous êtes, en général, c'est pour les clients qui sont multi-bancarisés, qui sont clients de plusieurs banques, mais c'est pas uniquement ça, je schématise un petit peu. Vous avez des nouveaux acteurs qui, sous prétexte d'une meilleure expérience client, avec des ajouts de notifications, faire des camemberts et des nuages de points avec vos différents comptes, ont collecté
par du web scrapping, donc ils se connectent à votre site de banque en ligne, vous leur confiez vos identifiants, et ils collectent ces différentes informations, vous êtes LCL, Crédit Agricole, Société Générale, ils concentrent tout ça dans leur appli, et ils vous donnent une vision unifiée de tous vos comptes. Voilà, donc la réponse à ça, ce serait, bon, on va faire pareil, on va en racheter un, et puis on va signer là-dessus. La réponse, c'est pas ça, c'est que finalement, quelle serait l'opportunité d'intégrer chez nous un agrégateur pour pouvoir intégrer les comptes de la caisse d'épargne, etc., à vision client. Nous, l'opportunité, ce serait aussi d'avoir cette vision, on va dire 360 degrés, pour avoir une meilleure connaissance client et lui proposer des services adoptés en analysant sa situation patrimoniale ou immobilière, par exemple. Mais pas uniquement d'agréger des comptes pour agréger des comptes. Voilà. Un exemple on va dire de fintech qui aurait pu marcher sur notre plate-bande et comment transformer l'essai pour en faire plutôt une opportunité. J'ai une question. Ça marche? Mais j'entends. Ah ouais, vous entendez toi? Oui. Ah, non, mais de toute façon, les gens ils m'entendent. En fait, moi j'avais une question très pragmatique, c'est par rapport aux applications mobiles bancaires. Il me semble qu'en France, c'est pas possible d'encaisser un chèque à distance. Parce que quand j'étais aux États-Unis, en fait, on prenait une photo du chèque et on pouvait être encaissé du chèque. Du coup, dès qu'on prenait la photo, on pouvait déchirer le chèque. Et je voulais juste savoir comment ça se fait que c'est pas possible. Alors si, c'est possible. Il y a des on va dire qu'il y a des sociétés spécialisées qui font, sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour pouvoir scanner des chèques, etc. Mais bon, il faut voir que le chèque, ça coûte très cher. Ça coûte très cher parce que derrière, il y a des circuits, il faut envoyer le chèque à la banque émettrice, etc. D'ailleurs, on peut vous le réclamer après. Donc, c'est pas parce que vous avez pris en photo que derrière, vous allez être encaissé tout de suite si vous encaissez le chèque. Le problème, c'est que derrière, le chèque, c'est très franco-français. Ça coûte beaucoup d'argent. Et investir dans des processus de digitalisation de ces chèques-là, oui, ok, ça va peut-être faire gagner du temps aux clients et réduire chez nous, optimiser les organisations, mais ce n'est pas forcément le sens de l'histoire que d'investir sur le chèque. Voilà, on a peut-être aussi d'autres sujets plus prioritaires, mais techniquement c'est tout à fait faisable. On a vu certaines démonstrations qui permettent de le faire. Vous voyez? Ça ne serait pas rentable en fait. Bon, en tout cas, on a certainement en termes de relations clients, disons qu'aujourd'hui, les gens qui font, je schématise, hein, mais peut-être que les gens qui font des chèques aujourd'hui, en tout cas qui en acceptent, il y a peut-être des gens qui continuent à aller en agence pour avoir une relation régulière et autres, et donc finalement, le gain apporté pour eux serait minime. Quelqu'un aujourd'hui qui ne veut pas recevoir de chèque, il peut s'arranger pour ne pas en recevoir. Il y aura toujours cette exception durant l'année où il va en recevoir 2-3 parce qu'il aura affaire à une personne qui ne fait que des chèques. Bon, mais il ira en agence, puis finalement, le fait d'aller en agence, ça permet de créer aussi de maintenir ce lien avec les conseillers. C'est pas forcément un sujet aujourd'hui qui est ultra prioritaire, mais ça a été évoqué, on l'a évoqué chez nous. Les chèques vont disparaître, non, à terme surtout. Oh Patricia, t'as des infos là-dessus? La mort du chèque est repoussée d'année en année, mais c'est vrai que, notamment avec toute la nouvelle réglementation CEPA, il y avait une mort programmée du chèque, Oui. mais on voit que certains clients ils sont attachés, puis c'est pas si simple que ça. Voilà, Mais les banques, oui, aimeraient bien diluer le chèque parce que, comme le disait Stéphane, ça coûte très très cher. Et puis il y a un système de contrôle pour la fraude qui est aussi très lourd. Donc on pense que les nouveaux usages, la carte sans contact, les virements européens, enfin toute la panoplie de nouveaux moyens de paiement que vous avez à votre disposition va progressivement faire que le chèque va disparaître. Voilà, mourra de sa propre mort. En tout cas, les Français sont très attachés au chèque, et sauf à ce qu'une réglementation impose la suppression du chèque, on ne voit pas forcément à très très court terme le chèque disparaître. Et puis, c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, il y a des processus qui ne permettent pas de payer par carte. Des inscriptions à des cantines scolaires ou des centres de vacances, etc. On nous demande un chèque. Il y a encore des processus où on ne peut pas payer par carte. Aujourd'hui, on est obligé des chèques de caution pour des locations, etc. On est encore obligé de payer par chèque. Voilà.
si on prend un projet qui consiste à fournir à vos conseillers, par exemple, un smartphone, un ordinateur portable tactile avec la possibilité de la signature électronique, une imprimante portative, etc. Est-ce que déjà vous considérez ça comme un projet de digitalisation? Non. De fournir tout ça à vos conseillers? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément, c'est pas parce que vous allez mettre des post-it au mur que vous allez offrir ce type d'outils à des conseillers que vous allez digitaliser. Que ça fasse partie d'un outil de travail au quotidien, oui, mais derrière c'est des usages. Toutes les banques se sont posé la question de tablettes en agence. D'ailleurs, à l'époque du boom des tablettes, et vous le voyez vous en tant que consommateur, les tablettes, on en parlait quand l'iPad est sorti, puis maintenant vous voyez les ventes qui sont comme ça. Heureusement qu'on n'a pas équipé tous nos collaborateurs de tablettes, sinon ça nous aurait coûté une fortune, parce qu'on se posait la question, on va leur mettre des tablettes, mais on met quoi dans les tablettes? Alors justement, si on met dedans un CRM qui est adapté et qui permet de faire, je pense à un de vos concurrents, je pense à une grande banque en France en gestion de patrimoine, qui il y a quelques années a fourni ce matériel-là à tous leurs conseillers. La Société Générale? Non. Union Financière de France. Ouais. Donc qui est vraiment spécialisé que là-dedans, qui fait des rendez-vous que chez le client. Ouais. Qui sont passés du coup à ce moment-là du contrat carbone au digitalisation où on imprime, on fait le contrat en ligne directement, on l'imprime et on le donne au client. Ça c'est bien de la digitalisation au service. Parce que ça répond à un usage à la fois au consommateur qui se déplace pas dans le cadre de l'activité de cette banque et aussi à un besoin d'itinérance, en tout cas un usage itinérant du conseiller. Oui, ça peut avoir du sens. Moi, je vous donne un autre exemple sur la signature électronique. Il y avait, à un moment donné, toutes les banques pensaient à équiper donc les conseillers de smartphones et de tablettes pour que les clients puissent signer électroniquement. Mais là encore, on est dans le mime de ce qui se passe au niveau physique, où on signe un document, on signe un parapheur et puis derrière on va le classer. On a essayé de mimer le modèle physique. Alors que un modèle un petit peu plus en rupture et qui est, on va dire, en cohérence avec les usages d'aujourd'hui, c'est de faire signer le client sur son propre smartphone et de lui envoyer le document et qu'il signe avec son propre smartphone. On ne va pas forcément équiper le client, voire l'agence où il va se passer une tablette, etc., pour pouvoir faire ce genre d'acte. Vous voyez, il faut qu'il y ait une réponse derrière à un usage, à une organisation aussi. Donc peut-être que dans le cadre de ce que vous indiquez, ça répondait parfaitement à l'organisation et à l'usage. Mais en tout cas, la réponse n'était pas au départ digitalisation égale équipement tablette, smartphone. Peut-être que je peux rebondir sur l'exemple pour vous expliquer en termes de matière de CRM plutôt la stratégie chez LCL. Donc ce que vous citiez, c'est exactement ce qu'on met en place pour les entreprises. Parce que les chargés d'affaires des entreprises sont beaucoup en mobilité et sont beaucoup vers le client. Donc effectivement, ils ont des outils qui sont tablettes, qui sont mobiles, qui sont fixes quand ils sont évidemment à leur poste de travail. Et tout ça, c'est pour servir le client. Par contre, pour le marché des particuliers, là, évidemment, le conseiller ne se déplace pas. Ce qui est important, c'est ce que disait Stéphane, c'est plutôt le client qui attend de chez lui avoir un certain nombre d'actions où il est complètement autonome et on s'oriente plutôt dans cette voie-là. Donc vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est quel est le besoin du client et de mettre à disposition les nouvelles opportunités technologiques apportées par le monde digital pour servir ce client. Voilà. Mais la réponse dépend effectivement de ce que souhaite le client dans un contexte donné. Parce qu'après, ma question, elle était surtout sur quand vous faites des projets comme ça, de donner des matériels comme ça à vos conseillers, comment est-ce que vous calculez la performance économique d'un projet comme ça? Puisque vous dépensez de l'argent pour acheter le matériel, en face, vous n'avez pas un retour économique, vous n'avez pas une ligne en moins et une ligne en plus. Donc, est-ce que vous avez des systèmes spéciaux pour calculer la performance économique? Alors, c'est ce qu'on appelle les business cases. Donc, quand vous lancez un produit et que vous changez d'outil informatique, vous faites un business case. Donc, si je reprends par exemple l'outil du CRM, votre exemple, vous pourrez imaginer quelles sont les lignes financières qui pourraient faire du plus. Donc Stéphane vous a dit en introduction que la digitalisation apportait aussi de la performance opérationnelle. Donc imaginez un conseiller qui, avant d'aller voir son client, va regarder dans des dossiers papier pour prendre connaissance de son client, va voir finalement que c'est un dossier entreprise, donc il va peut-être aller sur Internet pour voir quelle est la dernière actualité de cette entreprise.
va peut-être regarder le bilan, donc va peut-être aller chercher le dernier entretien qu'il a eu avec son client. Et puis pour optimiser finalement son parcours entre guillemets, géographique, va regarder par rapport à son point de visite quels sont ses autres clients dans sa zone géographique où il va se déplacer. Si vous mettez bout à bout toutes ces lignes, qui sont que des exemples, hein, et vous allez vite voir que si vous offrez un outil qui va préparer toutes les datas, toute la partie parcours, la partie géolocalisation, eh bien le conseiller, au lieu de préparer 45 minutes, mettre 45 minutes à préparer son entretien, peut-être qu'il va appuyer sur un bouton, qu'il aura la synthèse de tout ce qu'il souhaite, et qu'en 5 minutes, il aura fait cette préparation. Et si vous rajoutez peut-être, là plutôt pour les particuliers, la connaissance plus précise du client et de ses préoccupations, de ses centres d'intérêt, de ses derniers contacts, vous allez avoir les mêmes calculs. Donc oui, il y a un dossier business case et il y a vraiment un dossier économique à monter. Du moment qu'on rend service à des clients, on apporte plus de services, c'est toujours une relation gagnante-gagnante en fait. Mais après, c'est comment le justifier aux instances de direction qui, elles, signent le chèque du projet. Qui challenge beaucoup ce qu'on leur raconte. Voilà. Nous, vous dites avec des tablettes, on travaillera mieux, ça va coûter 10 millions, et ils vont vous dire, moi les 10 millions, il faut qu'ils me rapportent, sinon je les mets Tout pas. à fait. En gros, c'était surtout ça. C'est un gros travail. Donc si vous faites le parcours du conseiller et le parcours client, donc quand c'est des sujets de productivité, vous allez calculer combien ça vous coûte en temps, en papier, en production de je ne sais trop quoi. Donc tout ça se calcule, hein, et vous allez vous projeter sur une solution qui va vous apporter des gains. Mais ça, c'est la partie très optimisation opérationnelle. Après, il y a la partie business. Il y a un how-to sur YouTube, comment calculer un ROI. Voilà. Mais la partie business, c'est ce que disait Stéphane, c'est quand vous captez un peu plus en amont les besoins de vos clients, quand vous êtes déjà au niveau des prospects, vous allez ouvrir les funnels de conversion. Je ne sais pas si vous avez expliqué les funnels de conversion. Donc au plus vous augmentez les flux, ça se calcule, hein, il y a des modèles mathématiques et vous pouvez très bien défendre vos dossiers auprès de la direction générale. D'ailleurs, il n'y a aucun dossier qui passe sans business case. Hein, c'est vraiment le socle de toute stratégie. Finalement, l'usage. Donc, on parle de l'usage depuis tout à l'heure, et l'usage, il est beaucoup porté, notamment par le mobile, par les devices individuels. Et on voit aussi que la part des ce qu'on appelle digital native, donc vous en faites partie également, hein, c'est l'utilisation du numérique depuis tout le temps, finalement, devient de plus en plus prégnante sur la totalité des usages. Donc tout ça grossit à une vitesse vraiment incroyable. Donc le numérique va devenir en effet, comme on l'a indiqué, la quatrième révolution industrielle sous l'angle digital et data. Pourquoi ? Parce que en effet ça devient complètement naturel d'utiliser tout ça. Et donc du coup nous on doit s'adapter dans nos business cases, dans nos usages, dans l'expérience client. Il y a quelques chiffres ici qui sont présentés pour vous indiquer que notamment vis-à-vis des agences, nous on a un réseau d'agences donc, qui invite ses clients à venir et à recevoir des conseils vis-à-vis de leur patrimoine et de leur gestion bancaire. Aujourd'hui on se rend compte que de plus en plus de gens ne se déplacent plus nécessairement en agence. Évidemment le font à distance, ont aussi des relations avec des outils numériques. Et donc du coup on a aussi la problématique de comment on peut gérer cette situation de déplacement finalement des centres d'intérêt physiques. Donc ça a été bien expliqué tout à l'heure par Stéphane. Il y a un autre élément que j'ai mis tout en bas, en fait, qui peut paraître assez surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui considèrent d'avoir plus d'informations finalement sur leur propre patrimoine, leur propre gestion de compte, que ce que le conseiller peut avoir finalement à disposition. Donc ça pose question. Hein. Donc ça veut dire qu'on a un gros travail à faire en amont de valeur ajoutée, hein, comme l'expliquait Patricia, de préparer ces données, de préparer les informations et parfois même les consolider, de sorte que le conseiller ait tous les éléments pour pouvoir être le plus, produire la valeur ajoutée la plus évidente pour le client. On verra que parfois elle peut être accompagnée aussi par l'intelligence artificielle, mais en tout cas on a un vrai sujet qui est apporter de la valeur ajoutée quand le client est en face de vous.
d'ailleurs que ce soit à distance ou en agence, mais en agence particulièrement quand il s'agit d'opérations singulières. J'ai essayé de résumer quelques enjeux majeurs qu'on a en face de nous, en termes de transition, de rupture, de transformation à opérer. Donc, en effet, l'intelligence artificielle. Bon, il y a plusieurs degrés, on l'a vu tout à l'heure avec Stéphane, il y a une intelligence artificielle qui va se déployer de plus en plus au quotidien, mais qui aura une portée d'intelligence relativement faible pour le moment, mais en tout cas très opérationnelle. Et on verra que dans les années qui viennent, ça sera de plus en plus évolué, de plus en plus nourri, en effet, parce qu'on aura de plus en plus de data, les données seront calculées de plus en plus vite, et donc le conseil sera aussi de plus en plus pertinent parce qu'il sera auto-apprenant. On a déjà des premières expériences de ce qu'on peut appeler les robots advisors, donc des agents automatiques qui proposent en fait des placements de patrimoine. La blockchain, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de blockchain, vous n'attendez pas à ce que je vous le détaille parce que c'est très compliqué comme cheminement, mais en tout cas c'est des sujets qui sont à l'étude et qui font parler beaucoup en termes justement de transition vers des transactions de plus en plus sécurisées, de plus en plus ouvertes et de plus en plus rapides, et qui sont des enjeux visiblement assez élevés justement en termes aussi d'économie. Les chatbots, donc chatbots, c'est les agents conversationnels qui sont pour partie du coup nourris par un premier niveau d'intelligence artificielle. Donc vous discutez par chat, mais en face de vous, vous avez un robot ou un programme informatique qui vous répond. Ça peut paraître anodin, mais parfois sur des questions toutes bêtes, si j'appelle mon conseiller pour avoir les heures d'ouverture de mon agence, la valeur ajoutée est très faible. On peut aussi discuter par chat pour avoir la même information dans la seconde. Donc pour une entreprise comme la nôtre, c'est quelque chose d'assez pertinent aussi au regard des coûts, des investissements et de l'emploi des gens qui répondent notamment au call center. Le big data, on va en parler, donc tout ça est sous-jacent puisque ces technologies sont adaptées sur la data, donc le big, on va en parler, mais c'est surtout aussi la vélocité de l'information qui circule et la différence de nature qu'on peut avoir sur ces différentes data. On parlera un petit peu aussi de nouveaux business models, je vous montrerai une petite vidéo prospective. Excusez-moi. Oui. J'ai juste une question sur la blockchain. Est-ce que pour les banques historiques, c'est un enjeu, enfin une opportunité ou une menace aujourd'hui? Je pense que la question, elle est dans l'état aujourd'hui. Il y a une technologie aujourd'hui qui est présente, qui est disponible, qui est ouverte pour le public ou pour les entreprises. La technologie en soi, elle est aujourd'hui peut-être pas encore tout à fait mature. En revanche, on sent qu'il y a des enjeux très forts. Donc toutes les entités bancaires aujourd'hui se posent des questions, particulièrement sur les cas d'usage. Comment on va utiliser ça? Comment on va y aller? Est-ce qu'on va y aller massivement? Avec parcimonie? Donc on a dans le groupe Crédit Agricole quelques expériences, notamment sur Célestor, je crois. Et évidemment des gens qui travaillent en R&D pour maîtriser aujourd'hui cette solution et surtout en trouver des cas d'usage. Comme l'a signalé Stéphane tout à l'heure, on a quand même des leitmotivs qui sont la sécurité, la robustesse des solutions, la traçabilité. Et donc, pour un secteur bancaire, pour gérer votre argent, il vaut mieux savoir un petit peu sur quoi on repose. Et aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu tôt. Mais en revanche, c'est un virage qu'il faut prendre. Et surtout pas se retrouver, comme on l'a vu tout à l'heure, avec 15 ans d'expectative pour se dire mince, j'ai quand même loupé un train. Donc non, là, je pense que le réflexe est pris pour justement bien réfléchir, regarder et investir au moment venu. Un petit focus donc, sur ce secteur qui devient concurrentiel au niveau bancaire, donc avec des startups qu'on appelle les fintech, donc des startups dans le milieu de la finance, qui sont souvent sur une partie du business bancaire. Donc parfois c'est pour des prêts, parfois c'est plutôt orienté chatbot, parfois pour des agrégateurs comme on l'a souligné tout à l'heure. Et donc par partie, on voit qu'on peut se faire décommissionner d'un certain nombre d'interactions clients, un certain nombre de pans économiques de notre business plan. Et on a des risques, donc du coup il faut faire attention parce qu'on peut se faire démunir, comme on le voit sur l'image, d'un certain nombre de nos actifs. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces fintechs n'ont peut-être pas toutes les mêmes obligations réglementaires qu'on peut avoir.
Et donc il y a un équilibre à trouver sur, en effet, les partenariats qu'on peut avoir avec tout cet écosystème qui est foisonnant aujourd'hui. Plutôt que de se dire non, c'est une concurrence qui arrive, je la rejette ou je la méprise parce que c'est nouveau et ça attaque mon segment de marché. Mais en revanche, peut-être que l'axe d'attaque, ce sera plutôt de trouver des partenariats, des correspondances de business et surtout des accostages possibles avec notre système et nos SI notamment. Alors attention par rapport à ça aussi, parce que c'est des entreprises, comme le disait Stéphane, qui peuvent se monter très vite, qui ont une agilité qui n'est pas comparable à des entreprises comme nous. Et parfois s'accoster à une start-up, c'est compliqué. J'entendais la semaine dernière, c'était l'Index, à une conférence qui expliquait que s'accoster à une entreprise et sur son core banking, en fait, c'était à peu près le même coût que la création elle-même de la société, l'Index. Donc voilà, il faut aussi qu'on s'adapte sur nos ouvertures de SI, sur nos coûts, sur nos ouvertures de notre entreprise vers l'extérieur. Donc comme je l'évoquais, c'est de l'ouverture, c'est du partenariat, c'est de l'incubation. Donc on a un incubateur dans le groupe Crédit Agricole qui s'appelle le Village by Crédit Agricole, qui commence à se répartir dans chaque grande ville en France, et qui héberge des startups, donc qui permettent aussi l'épanouissement de ces entreprises dans leur développement économique, et on l'espère aussi dans notre coopétition, comme c'est stipulé ici. Donc l'avenir de la banque traditionnelle sera digital. Je crois que vous avez compris la tendance, c'est la rupture de cette transformation avec de l'intelligence, parfois accompagnée sur l'intelligence artificielle, beaucoup d'éléments vis-à-vis de l'expérience client, le device mobile devient un impératif, et une proximité à tout instant. Donc je donne un petit exemple de ce qu'on peut engager comme type de solution dans nos environnements, qui sont notamment robotic process automation. Parfois, on a des services qui ont des tâches répétitives à opérer, en grand nombre, peut-être même parfois sur des chèques. Donc nous, ça nous coûte. Parfois, c'est pas forcément grande valeur ajoutée à trouver, mais plutôt, encore une fois, on répète une tâche indéfiniment. Et maintenant, on a des solutions très automatisées qui prennent en charge ce type d'action et qu'on implémente du coup dans nos systèmes et qui reprennent toutes ces actions et qui les répètent à l'infini, mais de façon automatisée et non portée par une personne qu'on estime beaucoup plus à valeur ajoutée dans une interaction client que sur des tâches de bas niveau. Alors, on voit qu'on peut les mettre en œuvre sur des processus financiers, RH ou achat. Voilà. Donc, un peu plus de vidéos, là, ça vous fera un peu de respiration. Donc là, on va voir quelques vidéos avec de la prospective sur le secteur bancaire et quelques réalités. Je vous laisse découvrir notamment une notion de banque augmentée, donc en étant le périmètre d'action d'une banque. Hi everyone, thank you very much for having us on stage at Finovate. Today we're going to be demoing our online banking solution, which we call Augmented Banking. And the demo is going to be focusing on a particular aspect, which is mixing email inbox information with banking data. As you can see, we think there's a treasure in the user's email inbox, and that when you mix it with online banking data, you can do amazing things. So let us do as if I'm an online banking customer, and this is the dashboard I log on to. Here we go. So the idea here is to show the users at a glance their whole financial life. Obviously we have stuff like basic personal finance management, features, spending categories. I can find how much money I have left to spend to finish the month, and all the details I need to contact my banking advisor if I need to. To the right here, you have a feed that's showing all the important documents that my bank is collecting on my behalf. So the idea here is the bank is going to store important documents for me, such as phone bills, pay slips, energy bills, and store them for their users in a safe and secure place. If you look to the top here, we'll be gathering information about the loyalty programs I have. So for example, I can find the number of airline miles I have,
I can check out the number of loyalty points I have in my supermarket loyalty program. So the idea here is to give that information to the users so that they don't need to go to the Air France website. They don't need to go to the Auchan website. They find the information right here in their online banking environment. If you go to the top left, we do the same kind of stuff for e-commerce. This is a feed showing all my recent online purchases. So as you can see, there is a DVD on Amazon, there's a piece of clothing I've been buying, and there's those coffee capsules that we're buying from Nespresso. And we're also giving delivery status for the products. So again, this dashboard is about giving the users a view of their financial life. Not just banking information, but financial life. So if we now go into details of the transaction feed, we have designed a timeline to visualize banking information. As you can see, we've taken a lot of inspiration from major social networking platforms such as Facebook. And so if you look at it into details, here to the top, I have a view of how much money I have left to spend to finish the month. And that's where we're going to be starting to augment banking, by collecting information and giving it back to the users. First line here is a cash withdrawal. So here we're going to be adding a Google map showing where was the ATM machine I used to make that withdrawal. Next line is a money transfer. I've been receiving money from a friend. So here we're going to be pulling data from Facebook, for example, the profile pic or possibly contact information, so that I can remember who was that friend that sent me money. Next line is a check deposit. So that's typically the kind of transaction I don't have a lot of information about. So here we give the possibility to the users to rename the operation, or to associate it with a beneficiary, and so on. So we can even take a look at the check. Next line, here is my mobile phone subscription. So here, I'm not just going to be telling users that they spend 34 euros on mobile phones. I also tell them the formula they have, if they have limited SMS, MMS, data, and I can even look at the bill. So we pull the bill and we place it right when the user needs it. It means here, when they're watching their online statement. Next line is a view at when you go to grocery shopping. So as I mentioned, you collect loyalty points associated with this particular purchase, and obviously I can add a ticket in there. If you move to, you can click a category right here, obviously, so that's the PFM view, and you can see how much money you've been spending in that particular category, integrated PFM. So if you go back to timeline here, and now we're going to start looking at stuff you can do when you connect and use information that is inside your email inbox. If you take the train ticket, for example, you can find the train ticket. Here, I'm going to have full information about the destination for the ticket, and possibly as well show the ticket. I have the PDF ticket that I've collected here. If you go to the iTunes line, that's possibly the most telling one. I guess many of you have been downloading apps on the App Store for 0.99 and maybe later not remembering what it was all about. Here, you're just a click away from the information. Here, you click on the iTunes purchase, and in a sec, you'll have the information that it was a Candy Crush in-app purchase. And same goes for e-commerce. Here is an Amazon purchase element. Instead of just saying you spent 37 euros on Amazon, here we're going to be gathering and pushing back to the user what exactly he's been purchasing, what was there, the delivery status. I can track the parcel right from my banking account, and also I have the PDF from the bill if I need it for warranty or insurance later on. So see, that was what I meant, was collecting that amount of data and using email inbox intelligence. That's bringing a lot of value to the end users. But our point is that banks can use that value and leverage the trust that customers have in them to create new business model and go play on the web giant's playground, which is personal data. So ça vous inspire quoi?
fait envie ou pas? Ah oui. Oui? Même si on va dans votre boîte aux lettres, on regarde tous vos emails, et on commence à savoir ce que vous voulez faire, ce que vous faites le week-end, ce que vous achetez, votre feuille de paye. En soi, les banques, elles ont déjà toutes ces données. Bah oui, elles ont déjà. C'est ça. Donc, ça Alors, change la pas. question, elle est qui a cette interaction client? Est-ce que c'est nous qui allons la reconstituer comme vous venez de le voir ici? Est-ce que c'est un tiers? Est-ce que c'est les GAFA qui, bien évidemment, ne vont pas manquer de vouloir le faire? C'est qui a cette interaction client? Qui a ces informations? Et est-ce que vous allez les ouvrir à une banque? Ou est-ce que vous allez les ouvrir à Google ou Apple? Avec qui vous avez le plus de confiance pour pouvoir dire, comme vous venez de le souligner, on a déjà une bonne partie des données. Donc on rentre là tout de suite dans des questions un peu sociétales et puis les limites qu'on va poser à ça. Mais en fait, l'idée de cette présentation, c'était pour introduire les notions de tout acteur aujourd'hui va ouvrir ses données. Vous l'avez vu, Voyage SNCF, Amazon, etc. Et donc, une fois que les données sont disponibles auprès de tous, hein, parce que nous, on n'est pas forcément dans la technique aujourd'hui, mais certains techniciens vous diraient que toutes ces API ou ces microservices évoqués tout à l'heure sont assez facilement implémentables, utilisables, dans la mesure où, évidemment, vous donnez l'accès à ces informations. Donc la bataille est dans la relation client et les data. Donc ces data, où est-ce qu'on les collecte? Comment on peut les avoir? Je vous propose une autre vidéo qui donne quelques prospectives ou quelques réalités. Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Bonjour. Ah, les données personnelles. Elles volent partout, tout autour de nous. Notre position GPS, les calories perdues pour aller jusqu'au bureau, les heures de sommeil accumulées, le détail de vos virées en vélo ou en taxi, jusqu'à votre carte grise, une mine d'informations. Tous ces chiffres, une fois récupérés et bien stockés, c'est ce que l'on appelle le big data. Ces données, nous en sommes les principaux émetteurs, volontairement. Elles documentent de plus en plus chacune de nos activités et ce n'est qu'un début. En 2015, il devrait y avoir 15 milliards d'appareils connectés à Internet et jusqu'à 50 milliards en 2020. Autant de sources pour alimenter le big data. IBM, leader du secteur, a investi 24 milliards de dollars ces 10 dernières années sur la seule analyse des données. Voilà une belle promesse. Et quel est donc l'enjeu de cette boulimie de données? Prenons les maisons intelligentes, des habitations dotées de capteurs qui analysent notre quotidien. Allstate, un assureur américain, offre déjà 25% de remise à tous les propriétaires qui en équiperaient leur habitation. Étonnant. Autre secteur, les voitures. Des boîtiers installés dans les véhicules permettent aux conducteurs de jouer avec leurs propres statistiques. Mais l'assureur, lui, les analyse pour affiner des profils types, les bonus et les malus, et donc des contrats types. Pourquoi s'en priver? En France, 70% des automobilistes seraient prêts à équiper leur voiture de capteurs en échange d'une ristourne sur leur contrat. Et la santé. AXA offre à certains de ses assurés français un bracelet connecté. Calories brûlées, rythme cardiaque, oxygène dans le sang. Il stocke tout un flot de données passionnantes. Du coup, l'assureur vous récompense s'il détecte un mode de vie sain, jusqu'à 100 € si vous effectuez plus de 10 000 pas par jour. Car un assuré en bonne santé, c'est un assureur comblé. Parlons crédit. Lendo, basé à Hong Kong, scrute les flux Twitter et Facebook pour déterminer si ses clients méritent un prêt ou pas. Creditech en Allemagne fait de même. L'entreprise analyse pas moins de 8000 paramètres depuis votre localisation jusqu'à vos achats en ligne. Ou encore Zest Finance, qui capte 70 000 flux différents pour évaluer le risque lié à ses clients. Allons plus loin. Puisqu'il y a aussi du risque en politique, le Big Data doit pouvoir aider des élections. Les équipes de Barack Obama ne s'y sont pas trompées. Les fonds collectés lors de la campagne démocrate de 2012 ont atteint des records, plus d'1 milliard de dollars. Et près de 70% étaient issus des dons en ligne. Merci les données personnelles. Grâce aux informations collectées sur les votants, le staff de l'actuel président américain a pu cibler au mieux les appels aux dons. De la même manière, ils ont pu analyser les comportements d'électeurs clés, les indécis. En Ohio, par exemple, les données de 29 000 votants furent injectées dans une machine qui a reproduit 66 000 fois l'élection suivant différents scénarios. En simulant leur comportement, les équipes d'Obama ont pu déduire quels arguments sauraient les faire basculer dans leur camp. Au fait, Raïd Ghani, le scientifique des données pour Obama, n'est pas un novice. Le Big Data lui permettait déjà de maximiser l'efficacité des promotions dans les supermarchés. Il n'y a pas de hasard.
Ces données, que nous libérons gratuitement et volontairement à chaque instant, permettent d'optimiser nos tâches quotidiennes, mais aussi les contrats d'assurance, les profits bancaires ou les arguments politiques. En limitant les risques, le Big Data espère rentabiliser le monde. Un monde où ceux qui utilisent ces données décident de ce qui est bon ou mauvais. Enthousiaste ou anxiogène? Vous apprenez rien peut-être? C'est pas forcément joyeux comme perspective. Il y a des avantages, des inconvénients. Donc on est vraiment dans ce contexte-là. En revanche, en entreprise, on ne peut pas tout se permettre. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'exemples qui sont peut-être, on pourrait qualifier de un peu borderline, dans le sens intrusion, qui sont souvent d'ailleurs à l'étranger. On a la chance en France d'avoir des organismes réglementaires sur l'utilisation des données, donc si on ne veut pas que ces données soient utilisées, bien évidemment on peut. C'est pas le cas partout, mais en tout cas nous on a cette chance-là. Donc il faut quand même avoir ça à l'esprit. Maintenant, on a aussi beaucoup d'avantages. Vous avez vu, alors après je ne sais pas si c'est un avantage d'utiliser ces conversations Facebook pour savoir si on va vous accorder un crédit ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, votre comportement dans le secteur digital va forcément influer un certain nombre de choses, de plus en plus au niveau des sociétés. Nous, on parle de la banque, mais vous voyez qu'on se dirige vers des choses qui sont un peu différentes vis-à-vis des octrois de crédit conso, de crédit immobilier, etc. Et donc, cette data elle commence à être importante, collectée volontairement, généralement, et surtout utiliser, mixer, collecter pour trouver une intelligence finalement dans la corrélation de ces informations-là. On l'a vu en France, les choses commencent à quand même un peu avancer. Au niveau des assurances pour la voiture, vous l'avez vu, hein, donc ça dépend de votre comportement, et du coup en fonction de ça, si le deal est respecté entre votre comportement et votre contrat, vous avez des remises. Du coup on trouve tout de suite finalement un intérêt commun et avec une intrusivité qui peut être arrêtée à tout moment. Que c'est sur la base d'une application mobile que vous pouvez les connecter. Évidemment, dans des secteurs un peu différents de la santé, on va trouver des limites beaucoup plus proches, hein, en disant on va pas aller trop loin quand même. Donc tout ça est encore une fois assez réglementé, même très réglementé. Donc on a parlé de la data, de la circulation de la data, de la collecte, de la corrélation. Et évidemment, il y a de l'intelligence à trouver, parce qu'il ne suffit pas d'aligner les datas les unes à côté des autres. Il faut trouver un peu d'intelligence, donc il y a une période, depuis 2 ans, où on commence à parler de nouveaux rôles dans les entreprises. Donc c'est des rôles de ce qu'on appelle les data scientists, donc des gens qui seraient super polyvalents, qui pourraient récupérer des données, les mixer, trouver de l'intelligence et trouver quelque chose de novateur et des variables discriminantes dans cette corrélation. Mais il y a aussi des entreprises qui investissent massivement sur cette intelligence calculée. C'est pour montrer que l'évolution finalement, dans le temps, vous a amené à traiter, en effet, dans un premier temps, des éléments qui venaient de systèmes assez figés, formatés, mais qui correspondaient aux besoins de l'époque de faire des fonctions. Hein, je souscris, je vends. En revanche, on a vu arriver le web qui va amener un certain nombre d'informations supplémentaires. Et quand on traite de la data, on comprend assez vite que quand on traite des données du web, elles sont beaucoup plus volumineuses. Votre navigation, votre historique, vos recherches et l'interaction que vous pouvez en donner sur l'amélioration de votre champ de recherche, le search, sur votre comportement sur Internet. Donc ça amène des données de plus en plus volumineuses et par ailleurs de plus en plus déstructurées, finalement, qui ne sont pas figées. Aujourd'hui, dans le monde qu'on pourrait qualifier de données de type Big Data, on va retrouver en effet des éléments qui viennent de l'IoT, de l'Internet des objets, qui vont pouvoir vous géolocaliser dans votre déplacement. On l'a vu avec la voiture tout à l'heure. Parfois de capter une conversation, de la transformer en texte, qui lui-même peut être analysé, mot par mot, phrase par phrase. Et donc, du coup, permettre derrière d'enclencher une réflexion, des calculs mathématiques, des corrélations de mots, et finalement d'analyser un comportement, une intention, parfois même une tonalité, une humeur de votre client. On a beaucoup de choses, hein. On peut analyser de la vidéo, des images, comme on l'a vu tout à l'heure, du sentiment.
Donc toutes ces données-là, elles sont de plus en plus volumineuses. Donc tout à gauche, hein, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en fait c'est une échelle de volumétrie hein, dans l'informatique. Vous voyez qu'on est en train d'exploser aujourd'hui les volumétries. On parlait de gigaoctets, de téraoctets, maintenant de pétaoctets, et encore l'échelle, vous verrez, est encore plus grande dans ce qui se présume. Et surtout la nature des données qui devient très complexe par leur diversité. Et vous avez vu qu'il faut qu'elle circule cette donnée très vite. Donc du coup, elle est très bizarre, elle est déstructurée, et en même temps, il faut qu'elle soit disponible et en plus corrélée. Donc, tout ça nous amène à se dire qu'on a aussi des ruptures technologiques dans la façon d'intégrer ça, de collecter, de traiter, d'archiver, de tracer, de calculer. Et du coup, ça challenge nos systèmes, nos technologies. Donc, je vous ai mis en bas à gauche quelques exemples. On a une trentaine de projets qui sont aujourd'hui en cours dans le groupe Crédit Agricole qui ont des appétences plus ou moins fortes sur le big data, avec des réalisations, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et ce qu'il faut voir, c'est que si on se résume, big data, ça va être une combinatoire finalement de transactions. Donc j'achète quelque chose, par exemple, je souscris. J'ai une interaction pour faire ça, donc, soit avec un site, soit avec on a vu un chatbot ou autre. Et j'ai aussi des phénomènes d'observation, donc de déplacement. Typiquement, on va avoir des informations intéressantes quant au déplacement des populations au regard de nos agences. Où est-ce qu'on les positionne? On regarde des distributeurs de billets. Toutes ces informations sont intéressantes aussi pour calculer et optimiser du coup, nos investissements vis-à-vis de nos déploiements. Donc là, je ne vais pas détailler de trop parce qu'on rentre un petit peu dans l'aspect technologique, mais on rentre sur des sujets qui sont typiquement big data, avec du machine learning, du deep learning. Retenez juste que c'est des méthodes de calcul et d'algorithmie complexes qu'on ne peut pas faire aujourd'hui juste à l'aune des statistiques. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est des choses qu'on déploie à la seconde, à la nanoseconde, selon la capacité des systèmes. Et c'est ça qu'il y a derrière vos Facebook, Google, Amazon, dans les recommandations. Quand vous tapez quelque chose sur votre champ de recherche, s'il y a quelque chose qui vous est proposé, c'est qu'il y a un calcul derrière. Ce calcul est basé sur des datas. Tout à l'heure, Stéphane donnait l'exemple de transformation digitale. Si vous tapez la transformation digitale sur Google, je ne suis pas sûr que vous ayez les mêmes recommandations. Parce qu'elles sont filtrées par ce que tu as évoqué, par les bulles de filtre. Pourquoi? Parce que nous, on va souvent sur les sites des banques. Voilà. Et donc, on est capté dans notre façon de naviguer sur Internet. Si vous avez d'autres appétences, il est fort probable que la préconisation de Google sera différente. Juste à droite, pour vous donner un petit ordre d'idée, hein, aujourd'hui, dans votre mobile, vous avez quelques gigas. Hein, donc c'est tout petit, hein, c'est ce qu'on a en bas. C'est une échelle de volumétrie. Hein. Dans nos systèmes, nous, on commence à avoir des téraoctets. Et en effet, la différenciation à ce niveau-là va se faire bien au-delà des entreprises, mais aussi sur des plateformes, ce que Stéphane a souligné. Et des plateformes de cette envergure, de cette taille, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y en aura pas beaucoup, donc on va se retrouver aussi, parfois, dans des environnements avec des gros acteurs type GAFA. Pour les données qui sont externalisées, en revanche, dans les entreprises, bien évidemment, des données qu'on ne sortira pas, qu'on va garder chez nous, et que ça ne nous empêchera pas de faire, comme eux, du big data, du traitement, de l'algorithmie, de la préconisation, de la recommandation, mais de façon sécurisée, et toujours orienté dans le bien-être du client et de l'entreprise. Juste un petit slide pour vous dire que l'IT est forcément secoué dans ses trajectoires, hein, dans tout ça. Et donc du coup, il y a une transformation, donc évolution de nos schémas de pensée parfois, qui sont peut-être historiquement dans certains cas assez silotés. Donc c'est l'exemple qu'on a ici. On a isolé une partie de traitement avec une partie de data qu'on fait depuis longtemps. Mais on trouve intéressant de les corréler, ces données. Et donc, il est plus malin peut-être de les rassembler, pour pouvoir justement trouver des interactions entre un comportement, une visite sur un site, un achat, ou même ce que vous faites à l'extérieur sur Internet, ou sur nos sites web. Et donc, du coup, de la même façon, on a aussi une rupture sur nos technologies qu'il faut engager, et donc on va se retrouver dans des cas de figure où il y a de l'acculturation, de la pédagogie, et comme on l'a souligné tout à l'heure, pour éviter aussi une impasse un peu longue, pour se retrouver peut-être 5 ans ou 6 ans, 10 ans plus tard, en ayant omis quelque chose et nos concurrents
serait passé devant nous sur ces sujets-là. Donc il y a aussi une rupture dans la partie IT et dans son plan de marche. Là, je vais vous donner quelques cas d'exemples qu'on peut trouver dans l'usage du big data, notamment dans le cadre bancaire, des cas d'exemple d'analyse de comportement client, comportement d'achat, de parcours client, donc vous l'avez vu depuis tout à l'heure. Bien évidemment, on peut aussi faire des études et des prospectives, notamment sur le prix, sur les prix qu'on affiche, sur nos produits, sur comment on peut les orienter sur tel ou tel type de population en fonction de la segmentation des clients. La modification de l'IT, je vous en avais parlé, plutôt dans une orientation très data-centrique. On a aussi une propre valeur ajoutée dans la transformation de nos process internes. Typiquement, on l'a vu tout à l'heure avec le RPA, on est capable d'augmenter notre valeur ajoutée et notre productivité sur l'automatisation de tâches à valeur peut-être plus faible. Donc on a aussi ce qu'on appelle le TCO dans l'IT, c'est le coût global d'une solution qu'on optimise par ce biais-là. On a beaucoup de demandes réglementaires, comme je le citais en introduction, et ces demandes réglementaires, parfois, peuvent faire l'objet, et même sans doute demain, de beaucoup plus de data, de contrôle d'indicateurs, et qui retrouveront donc un usage de ce type de technologie. Bien évidemment, sur la fraude, vous comprendrez que dans un secteur comme le nôtre, on a besoin de qualifier, et même peut-être parfois en temps réel, si des transactions sont frauduleuses, justifiées, d'avoir des calculs de risque au niveau client, au niveau de la banque. Peut-être quelque chose d'un peu plus atypique, mais c'est des choses qui commencent à se déployer aussi au niveau des ressources humaines, pour retenir nos collaborateurs, pour éventuellement proposer ou envisager des mobilités d'un job vers un autre, au sein même de l'entreprise. Quand on est dans une phase de croissance aussi d'acquisition de meilleurs talents. Il y a de la localisation vis-à-vis du positionnement de nos agences versus le positionnement de nos clients et la circulation de nos clients. Donc voilà, donc beaucoup finalement de cas d'usage qu'on peut déployer par l'infini, mais quand même sur beaucoup de secteurs de nos activités. Je vous propose de poser toutes vos questions de façon la plus libre possible. On essaiera de vous y répondre. Mais le micro est... Ah, j'ai le micro aussi. Est-ce que demain, il y aura toujours des agences bancaires? Alors, on n'est pas devin. Je répète la question pour ceux qui n'ont pas entendu. Est-ce qu'il y aura toujours des agences bancaires physiques, on entend bien. Je pense que pendant un moment, il y en aura encore beaucoup parce que tout le monde n'est pas forcément digital native, tout le monde n'est pas forcément connecté. Et certaines personnes ont besoin aussi d'être accompagnées, d'avoir justement cette interaction humaine, d'être assurées parfois aussi, et d'avoir des conseils un peu plus personnalisés, d'avoir cette relation humaine qui est très importante. Donc nous, on pense que oui, il y aura toujours cette proximité humaine, même si il y a tout ce qu'on vient de démontrer qui vient compléter, complémenter et parfois peut-être suffire à certains. Et on pense que les deux sont une cohabitation qui correspond aux besoins de nos clients. Autant d'agences qu'aujourd'hui? Autant, ça, je ne sais pas. Mais il est probable que cette digitalisation va suivre un peu le profil de nos clients. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de profils très digitaux. Donc forcément, les proportions, au bout d'un moment, vont sans doute s'inverser. Ça, je ne sais pas si c'est un complément. Ce qui est important, c'est quel service on peut rendre dans une agence que le client ne va pas trouver sur Internet, sur son smartphone, donc dans le monde plutôt digital. Donc c'est aussi à nous, et c'est notre responsabilité, de réinventer l'agence pour apporter une valeur ajoutée et pour répondre à des besoins qui peuvent être des nouveaux besoins de nos clients. Voilà, donc c'est l'histoire qu'on est en train d'écrire, comme dit Frédéric, on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, l'agence du futur, c'est certainement une agence qui sera utile pour nos clients. Et cette utilité, elle dépend des business cases, des nouveaux usages, des nouvelles opportunités technologiques. Donc tout ça, c'est une histoire qui reste à écrire. Je pense à juste raison que le rapport avec son banquier est un rapport de confiance. Et c'est aussi là-dessus qu'on peut bâtir un certain nombre de choses en confiance.
C'est pour ça que tout à l'heure, je vous posais la question, est-ce que vous êtes prêt à ouvrir toutes vos informations, y compris financières et bancaires, à des Google, Apple, Amazon, autant que vous pourriez le faire avec votre banque actuellement? Qui d'entre vous est chez une banque 100% en ligne? Vous avez dit quoi? 100% en ligne. C'est votre banque principale. Bah ouais, moi, je suis que chez ING et Boursorama. Enfin, j'ai ma banque BNP, mais au final, je connais même pas le nom de mon banquier en fait. Mais la question, c'est pourquoi vous êtes à la BNP? Pourquoi je suis à la BNP? Bah en fait, je suis à la BNP parce que déjà, ça n'existait pas avant, les banques en ligne. Et de deux, c'est quand je voyage, il y a des offres internationales, que Ça vous est utile. La question, c'était ceux qui sont 100% chez une banque en ligne. Parce que c'est ça la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on va pouvoir toujours trouver une carte gratuite, etc. Mais on va garder. Pourquoi est-ce qu'on garde aussi une banque, on va dire, historique? Parce que derrière, on a envie, en premier lieu, excusez-moi de le dire comme ça, mais quand on n'est pas content, on est bien content d'avoir une agence, et en tout cas d'avoir des êtres humains en face. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé chez les opérateurs téléphoniques, chez Free. Personne ne voulait aller chez Free parce que le 100% en ligne, ça faisait peur. On avait besoin, ça rassurait, de savoir qu'on pouvait se diriger vers un point de vente. Et c'est aussi pour ça que Free a ouvert des points de vente. Donc il y a aussi... Voilà. Comment? Il y en a pour 3 ou 4. Non, il y en a de plus en plus. Les Free Centers, il y en a de plus en plus. Regardez la carte. Et Amazon est en train d'ouvrir des points de vente. Voilà. Donc oui, ça, déjà en premier lieu, ça rassure, et puis aussi, comme le disait Patricia, ça nous de réinventer. Demain, les clients ne viendront plus pas chez nous pour ouvrir un compte ou une carte bancaire. C'est terminé ça. C'est terminé. Il va falloir qu'on soit expert, que nos conseillers se renforcent en expertise pour trouver, pour ne plus être ne pas être en tout cas des vendeurs de cartes et de comptes. Cette commodité-là, c'est terminé. Oui, mais est-ce que, parce que moi j'avais entendu dire que justement les agences c'était assez coûteux pour les banques, et du coup ça n'allait pas, perdurer en fait. Mais bien sûr, mais parce que là en fait on est à la croisée des chemins, on est à la croisée d'un ancien modèle où finalement les clients se dirigeaient vers un point de vente. Il y a le digital qui est là, mais on voit bien que justement, on n'a plus d'un côté le monde physique et le monde digital. C'est maillé. Regardez ce que fait la Poste avec ses points de vente. Il s'installe aussi dans des commerces pour assurer un service, mais avec un modèle totalement différent. Donc on n'est plus. C'est un modèle complètement maillé, et il faut plus qu'on s'accroche aux repères qu'on avait jusqu'à présent. Point de vente digital égale moins de points de vente. Nos métiers vont évoluer parce que les besoins de nos clients vont évoluer, vont s'étoffer, et on ne sera plus là à offrir les mêmes services basiques qu'avant. On va nous aussi inverser la tendance et offrir des services que d'autres ont offert avec un business model qui partait de zéro. On a la chance d'avoir des agences. Voilà, il faut prendre en opportunité. Donc après, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et ce qui est intéressant en termes de stratégie bancaire, c'est de voir que les banques en ligne sont en train de renverser leur stratégie. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et ils essayent finalement, parce que dans les banques en ligne, c'est souvent ce qu'on appelle une relation secondaire. Les clients ont leur compte principal dans les banques historiques. Donc ils essayent d'emprunter le chemin qu'on a parcouru pour avoir la relation principale. Et les banques qui sont des banques plus historiques, plus classiques, sont en train de développer leur business model pour attirer finalement des comptes secondaires. Donc on est en train d'inverser deux stratégies, deux mondes différents. Donc il n'y a pas un modèle meilleur qu'un autre, il y a juste un futur à inventer. Et celui qui gagnera, c'est celui qui apportera une valeur ajoutée à ses clients. Donc c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est une période qui est passionnante parce que l'histoire n'est pas encore écrite. Voilà. Et cette croisée des chemins, surtout pour ceux, alors c'est dans vos futurs métiers, pour tous ceux qui en tout cas s'interrogent sur la stratégie, c'est juste un moment qui est extrêmement passionnant. Et puis n'oubliez pas que le 100% gratuit,
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, vous pouvez avoir des exemples de Sorama, de N26, etc. Sauf qu'ils sont en train de changer aussi. Hein. Vous voyez de plus en plus, ah ben tiens, si vous appelez pour avoir un conseil personnalisé ou pour un chèque de banque, maintenant c'est 50 €. Voilà. Donc, c'est pas magique. Hein. D'autres questions? Moi, j'aimerais savoir comment l'émergence des fintech a évolué votre stratégie d'entreprise. Est-ce que vous avez éventuellement pensé à des nouveaux business models? Je pense que c'est un peu ce qu'on évoquait là. Tout ça est vraiment en cours. Il y a aussi des partenariats plus ou moins avancés avec un certain nombre d'entre elles, évidemment. Donc pour notre partie, c'est plutôt l'INSO. Bien sûr, ces modèles sont en cours de structuration avec les business plans et évidemment sous un angle aussi d'équilibre entre l'investissement et le moment où on va le faire. Donc il y a ces ruptures à l'intérieur de l'entreprise qui sont en marche. On peut peut-être citer par exemple le programme de fidélisation d'LCL. On a travaillé avec des startups. Donc LCL est la première banque en France qui, à partir des opérations cartes de ses clients, enfin si le client souscrit au programme de fidélisation, en partenariat avec des grandes enseignes, va obtenir pour ses clients des remises. Donc, par exemple, si vous allez sur Amazon, un certain rayon à certaines périodes de l'année, vous allez avoir une remise de 3% par exemple. Et ça va se concrétiser par un cashback, c'est-à-dire que ce partenariat entre la banque et les grandes enseignes va permettre aux clients de gagner de l'argent. Et cette remise va être reversée sur le compte du client en euros. Voilà. C'est très courant aux États-Unis. En France, LCL est la première banque à faire ça. On l'a fait en s'associant avec des startups. Donc c'est un exemple. On parlait des agrégateurs, le groupe Crédit Agricole a pris des participations, voilà, en tout cas dans un agrégateur. Donc on a aussi au niveau du groupe ce qu'on appelle le village qui héberge des startups, où finalement on les aide à lancer leurs idées par un lieu d'accueil où peuvent s'échanger beaucoup d'idées. Mais on peut aussi se nourrir de ces startups en créant des partenariats ou tout simplement en créant des échanges avec eux. Vous voyez bien le business model de toutes ces startups et ces fintech. Il a de sens pour les investisseurs, puisque ces fintech et ces startups vont faire des levées de fonds régulièrement pour grandir. Elles ne sont pas rentables pendant des années, c'est ce qui s'est passé avec Amazon, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui avec Uber et qui sont toujours pas rentables, uniquement s'ils sont en position d'être des premiers rentrants. S'ils ne sont pas premiers entrants, ils disparaissent. C'est ça le cœur de business de ces fintech et plus globalement ces startups-là. Donc si elles n'arrivent pas à cette position d'être un premier entrant dans un secteur, de toute façon, leur ultime stratégie, c'est de se faire acheter ou c'est de s'allier. Il n'y a pas de place dans ces secteurs-là pour au-delà d'une ou deux sociétés. C'est pas possible. Vous disiez tout à l'heure que les banques et les fintech n'avaient pas forcément les mêmes réglementations. Alors moi, j'aimerais savoir de quelle réglementation vous parlez, parce que, par exemple, moi, j'ai effectué mon stage au sein d'une fintech, et c'était une fintech, par exemple, agréée par la Banque de France. Donc, ils avaient également une politique de KYC et AML, donc ils faisaient une vérification de leurs clients, etc. Donc, la réglementation est liée au statut de l'établissement. D'accord ? Donc, nous sommes une banque, mais si je prends l'exemple des paiements, ça veut dire que tous les intermédiaires sur les paiements ne sont pas des banques. Donc, ça peut être ce qu'on appelle des prestataires de paiement. Il y a une réglementation qui est effectivement décrite au niveau européen, mais les obligations qui s'adressent à ces métiers connexes aux métiers de banquier ne sont pas les mêmes obligations. Les obligations que nous avons dans les banques sont beaucoup plus importantes puisqu'en fait, on couvre tout le spectre financier. Donc elles sont beaucoup plus lourdes et pour un peu que le groupe bancaire soit d'une taille importante,
et puisse introduire un risque, ce qu'on appelle un risque systémique, il y a aussi d'autres réglementations qui couvrent cette nature de risque. Donc, non, nous n'avons absolument pas les mêmes réglementations entre une banque et n'importe quelle fintech que vous allez prendre. La lourdeur n'a rien à voir. Dernière question. Est-ce que du coup, vous ne pensez pas que justement le fait que vous n'ayez pas les mêmes réglementations, ça pousse justement les e-marchands à se tourner du coup vers les fintechs parce qu'il y a une rapidité, une simplicité dans les processus et que du coup, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes en train de revoir vos business models par rapport à cela parce que vos clients, vous m'avez dit, c'est des particuliers, c'est des professionnels, mais dans les professionnels, je pense qu'il vous manque encore des e-marchands, tout ce qui sont sur les online marketplaces, les acteurs de crowdfunding, etc. On travaille avec des crowdfunding et on les favorise au niveau du groupe Crédit Agricole. On a des partenariats très forts. Donc on ne les considère pas du tout comme des concurrents, au contraire. La vélocité, puisqu'en fait votre question c'est la vélocité, et finalement c'est est-ce que les banques historiques ont la possibilité d'être aussi rapides que des fintechs. Comme l'a un peu démontré Stéphane là, dans sa présentation, donc on a mis, mais on n'est pas les seuls, hein, c'est pas propre aux banques, toutes les grandes entreprises historiques ont mis beaucoup de temps pour prendre conscience de la transformation digitale. Mais il faut savoir que ces grandes entreprises historiques ont une capacité d'investissement que n'ont pas les petites entreprises. Donc aujourd'hui, et plus particulièrement sur fin 2016, et on pense que 2017 sera une année particulièrement dynamique et tonique dans le monde financier par rapport aux programmes du monde digital qui sont en train de se développer dans les banques. Et la force de frappe qu'ont ces grandes entreprises est quand même à prendre en compte. Voilà. Donc certes, on n'a pas l'agilité, mais on n'a pas non plus les mêmes contraintes. Mais quand on est convaincu d'un chemin à prendre, quand on a monté le business case qui va bien, quand on est convaincu que c'est bénéfique pour nos clients, on a une capacité à y aller et à déployer une force que n'ont pas forcément les petites startups. Voilà. Donc d'où les deux modèles qui s'inversent, hein, ce que je disais sur les banques en ligne et puis les banques historiques. Et puis, il ne faut surtout pas sous-estimer l'aspect sécurité, parce que c'est quand même quelque chose de très 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 important. Et vous savez, une sécurité qui est mal gérée, ça vous met à plat sur votre image, sur la partie financière, etc. Il y a eu quelques exemples ces dernières années. Donc, en tout cas, notre modèle, qui en fait notre priorité première, est utile pour les clients. Voilà. Donc on est confiant par rapport à ça. Il faut voir la banque de demain comme étant, en tout cas nous, comme une sorte, vous l'avez utilisé, de marketplace, justement, de différents services, plutôt de différents produits. C'est comme ça qu'il faut voir la banque, avec justement, grâce à cette assise que nous avons, et aussi la légitimité que nous représentons par rapport à nos clients. Je ne suis pas certain que demain, quand vous allez devoir investir 250 ou 300 000 euros, vous allez confier votre prêt à une banque en ligne. Vous ne savez peut-être pas si dans 5 ans, elle sera encore là. C'est ça qui va faire la différence. Ce n'est pas forcément le fait de savoir commercialiser un PEL ou un livret A. C'est pas ça. D'autres questions? Vous avez eu tout pour répondre à toutes les questions. Dans ces cas-là, on va vous remercier pour votre temps. Merci à vous. Merci.